Bienvenue dans Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent, de thunes, de pognon de manière simple, décontractée et fun. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Delphine Pinon, je suis Money Coach, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui stagnent dans leur épargne et dans leur projet à se choisir une nouvelle vie prospère. Ce podcast, c'est mon kiff personnel que vous êtes désormais plus de 15 000 à écouter chaque mois. On y parle de vos préoccupations d'argent au quotidien. Vais-je épargner plus quand je gagnerai plus ? Comment ne pas être obligé de partager l'addition au restaurant ? Ou encore, dois-je laisser mes enfants faire ce qu'ils veulent de leur argent ? Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous souhaite la bienvenue. Mettez-vous à l'aise, on va parler d'argent franchement. Mais avant cela, j'oublie tout le temps de vous dire que vous pouvez me retrouver sur Instagram, là où je suis la plus active et où nous serons, j'espère, bientôt 2000. Le compte, c'est tout simplement Budget Chéri. Et puis, il y a aussi le compte Imo Chéri pour ceux qui veulent me suivre dans mes aventures immobilières, les travaux sur mes différents projets commençant bientôt. Il y aura de plus en plus de choses intéressantes sur le compte de Imo Chéri. Et je voulais également vous dire que j'ai de grandes ambitions pour ce podcast en 2021. Je souhaite convaincre des invités encore plus incroyables de venir se livrer derrière mon micro. Et vous pouvez m'aider en leur montrant que vous êtes nombreux à adorer le podcast grâce aux commentaires et aux notes que vous laissez publiquement sur Apple Podcast pour ceux qui ont un iPhone ou une tablette. Alors si ce n'est pas encore fait, faites comme Moraire75 qui m'a laissé ce dernier commentaire. Delphine est agréable à écouter, elle donne une voix à des personnalités différentes et ose enfin parler d'argent librement. Merci. Et merci à toi, Moraire75. Et puis, bonne année 2021 à tous, ça y est, c'est enfin 2021, l'année 2020 est enfin derrière nous, mais bon, l'année 2021, elle est pleine de surprises, on sait pas tellement dans quoi on met les pieds. En tout cas, moi je vous souhaite une année prospère, pleine d'amour, de santé et de projets à concrétiser. 2021 sera pour moi un nouveau départ. J'ai décidé de pratiquer de manière intensive le less is better, comme disent les anglo-saxons, autrement dit le minimalisme dans tous mes pans de vie et pas juste en termes de consommation. C'est d'ailleurs quasiment, j'y suis déjà dans la consommation, mais c'est plus pour le reste de ma vie que je veux pratiquer ce fameux adage less is better. Je vais donc mettre certaines activités en sommeil pour mieux me consacrer à d'autres activités. Mais rassurez-vous, le podcast fait partie de mes priorités et d'ailleurs, il est temps que je vous parle de mon tout premier invité de 2021. J'ai nommé Mathieu Stéphanie. Mathieu Stéphanie, c'est l'homme à la voix grave qui se cache derrière Génération Do It Yourself, le plus gros podcast business français, mais aussi derrière La Martingale, un podcast que vous connaissez peut-être, qui est dédié aux finances personnelles et plus particulièrement à l'investissement. Mathieu est un des podcasteurs que j'écoute le plus. Il est évidemment connu pour ses podcasts qui cumulent à eux deux plus de, tenez-vous bien, 400 000 écoutes par mois. Mais Mathieu, c'est aussi un businessman à la tête de Cosa Vostra, une agence digitale qui emploie plus de 70 personnes. Il est aussi multi-entrepreneur récidiviste depuis une bonne dizaine d'années. Le thème de cet épisode, s'il y en a un, se résume en 3 mots. Entrepreneuriat, réussite et argent. Cet épisode, c'est un peu la conversation que lui et moi, on aurait pu avoir autour d'un café. En tout cas, c'est la conversation que moi, j'aurais aimé avoir avec lui de manière intime. Et du coup, je l'ai eu derrière ce micro, pas du tout de manière intime, devant au moins plus de 15 000 témoins. J'espère, en tout cas, toutes les personnes qui écouteront cet épisode. Et voici quelques-unes des questions que je lui ai posées. Quelle est sa vision de la réussite et comment est-ce qu'elle a évolué avec le temps ? Arrive-t-il facilement à dire combien il gagne ? Est-ce qu'il se considère comme riche ? Y a-t-il un prix à payer pour gagner très bien sa vie en France aujourd'hui ? L'argent est-il un moteur essentiel pour réussir dans l'entrepreneuriat ? Et qu'a-t-il envie de transmettre à ses enfants. Et oui, on est allé creuser un petit peu la vie personnelle de Mathieu. En tout cas, moi j'ai adoré le cuisiner, jusqu'à lui soutirer même quelques confidences et indiscrétions. Donc si vous avez l'habitude d'écouter Mathieu, vous allez adorer découvrir une autre facette de l'homme. Sur ce, je vous laisse en notre compagnie et vous souhaite une bonne écoute. Salut Mathieu. Salut Delphine. Bon, je te rends l'appareil avec grand plaisir. Je suis super contente de te recevoir.
après être passée sur ton podcast, après que tu m'aies gentiment reçue. Donc voilà, je suis super contente. On ne te présente plus, enfin presque plus, pour tous les gens qui écoutent des podcasts. Forcément, vous avez forcément entendu parler de Génération Do It Yourself d'abord, ou de la martingale. Hein. Peut-être que vous avez d'ailleurs plus entendu parler de la martingale que de Génération Do It Yourself. Mais voilà, Mathieu Stéphanie, en chair et en os, derrière ce micro. Écoute, c'est moi qui suis ravi. J'avoue que quand dans un podcast on me dit on ne te présente plus, ça me fait doucement marrer parce que c'est quand même un tout petit microcosme et que moi, quand je sors dans la rue, je te rassure, je pense que personne ne me reconnaît jamais. Ça arrive une fois ou deux, mais voilà. Donc je pense que tu vois, on peut encore largement me présenter. Il y a encore largement plein de gens qui me connaissent pas. Et voilà. Mais moi surtout, je suis très heureux de venir chez toi cette fois-ci, Delphine. Et voilà, et j'ai pas eu l'occasion de te dire, mais si je te l'ai dit, je crois avant, mais cet épisode qu'on a enregistré ensemble sur la martingale que je vous recommande à tous, était vraiment hyper chouette. Plein d'apprentissage pour moi, pour mes auditeurs qui ont adoré. Et voilà, et je pensais qu'il aurait du succès, mais tu sais, je te l'avais dit, dans les finances perso, j'ai souvent du mal à avoir des femmes comme invitées et aussi des femmes comme auditrices. Là, je viens de recevoir, juste avant qu'on se parle d'ailleurs, un email d'une auditrice qui me dit je suis hyper fan de la martingale, etc. Et je suis trop content parce que j'ai l'impression que ce sujet intéresse moins les femmes et ça m'agace profondément parce qu'en fait, tu vois, si tu t'intéresses pas à tes finances et que tu laisses ça aux hommes, et c'est un bout de ta liberté énorme que tu laisses à un autre genre masculin. Et ça fait partie des inégalités qui peuvent arriver dans la vie, quoi. Et je pense que il faut pas sous-estimer ça. Et je sais pas d'où ça vient, si c'est culturel très tôt, etc. Les parents qui te disent tout ça, mais ça m'énerve fortement. Donc avoir la chance d'avoir eu plusieurs femmes en plus d'affilée qui m'ont appris plein de choses sur les finances perso et dont tu fais partie, voilà, pour faire une longue story short, ça m'a fait très plaisir. Et je recommande à tous d'écouter cet épisode et la pertinence de Delphine Pinault. Voilà, c'est dit. Merci. Mais oui, je te rejoins. Je pense que c'est très culturel, en fait. Je pense que la différence entre la martingale et Budget Chéri, hein, pour ceux qui écoutent les deux podcasts, vous en serez rendu compte, c'est que tu parles davantage d'investissement et moi, je parle davantage de psychologie financière. Et donc, moi, à l'inverse, mes auditeurs sont principalement des auditrices et parce qu'il y a cette frontière culturelle qui est difficile à dépasser de c'est madame qui gère l'argent du ménage et c'est monsieur qui gère les investissements. Et alors évidemment que c'est caricatural parce que déjà je viens de décrire un foyer hétérosexuel, enfin un couple hétérosexuel. Le PNL, pardon. Monsieur fait le profit et madame fait les loss. Je vois les dépenses, pardon. Ouais, c'est ça. Et en même temps, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, de mon point de vue à moi, qui est évidemment pas un point de vue omniscient, mais oui, et avec tous les professionnels avec qui je discute, ça reste une dominante. On peut ne pas être d'accord avec ça et souhaiter autre chose, et tu le souhaites et je le souhaite, mais aujourd'hui, c'est quand même un état de fait. Oui, voilà, mais moi, ce que je dis, et de plus en plus avec tout ça, je me rends compte après, tu vois, je sais pas, 40-50 épisodes, c'est même plus qu'un souhait. Voilà, je le dis, je le redis, si en plus tu as beaucoup de femmes qui écoutent Budget Chéri, c'est pas un souhait, c'est une nécessité. C'est une obligation pour l'émancipation totale des femmes. Il faut qu'elles s'intéressent à la finance perso, au monde qui nous entoure, financier en tout cas, et aux opportunités qui nous entourent, de l'immobilier aux cryptos, à la bourse, je sais pas, il y a plein de choses, hein, mais tu vois, j'ai fait même des investissements sur. Alors là, il est plus genré parce que c'est quand même un épisode plus pour les femmes, parce que c'est un objet de femme, mais sur les sacs à main. D'autres qui sont moins genrés sur les montres, les voitures, tu vois. Mais voilà, il y a plein de choses à faire, intéressantes, et potentiellement de temps en temps, plus en se faisant plaisir, sur le vin. Voilà, donc c'est vraiment chouette, et c'est un univers sans fin. Et j'ai découvert, figure-toi, récemment dans un épisode que j'ai pas encore sorti au moment où on enregistre nous, que
en fait, c'est aussi un moyen, et là, ça va rejoindre plus ce que tu fais sur, j'imagine, la psychologie de l'investissement, mais c'est aussi un moyen d'avoir un impact sur le monde. Et ça, c'est quelque chose en fait, on voit ça presque en France d'une manière vulgaire, la finance perso, être plus riche, etc. Moi, je m'en fous, en fait, d'être plus riche. C'est pas du tout l'idée, c'est pas mon objectif. Il y a plusieurs objectifs dont je pourrais te parler si c'est le sujet un peu, mais il y a cet objectif qui est d'avoir un impact sur le monde. Et l'impact sur le monde, ça veut dire quoi? À chacun son échelle, hein. Tu vois que tu gagnes 1500 euros par mois ou 15 000, eh bien, là où tu investis, c'est là où tu auras de l'impact. Et si tu veux investir dans le green, si tu veux investir dans ce que tu appelles des fonds à impact, si tu veux investir dans l'immobilier à tel endroit ou à tel endroit, etc., eh ben, c'est là où tu vas potentiellement créer de l'emploi, tu vas orienter le monde dans cette direction parce que tu as investi là-dessus. Et ça, c'est, je pense, hyper intéressant. Ouais, je retiens l'idée. C'est un moyen d'émancipation pour les hommes et pour les femmes, évidemment, mais oui, oui, s'intéresser à ses finances personnelles, c'est un moyen clairement d'émancipation. Euh, et alors, on va doucement glisser sur le sujet que j'avais envie de te proposer et qui va m'amener finalement à te présenter un peu plus, peut-être le Mathieu que les gens connaissent, moi que je connais probablement pas non plus. Moi, j'ai vu le CV de Mathieu Stéphanie, mais je tape Mathieu Stéphanie sur Google et je vois serial entrepreneur, multi-entrepreneur. Donc, tu as commencé en 2005. Aujourd'hui, tu es à la tête d'une agence qui a une centaine de salariés, c'est ça? Un petit peu moins, mais bon, on va y arriver vite. Un petit peu moins, oui. 70, ouais, Ouais. 70, ouais. Avec en son sein un startup studio, donc tu crées des sociétés Ouais. qui ont vocation à être dirigées par d'autres personnes, qui ont vocation à être peut-être vendues le plus rapidement possible, mais en tout cas, plus ou moins l'idée vient de toi, tu en es actionnaire. Tu as fait la même chose avec les podcasts. Il y Mhm. a un incubateur de podcasts aussi au sein de Cosa Vostra. Il y a un certain nombre de business qui sont nés de tout ça. Certains ont été revendus, certains sont en activité. Il y a le podcast Génération Do It Yourself depuis 2017, qui, soit dit en passant, fait quoi, 400 000 écoutes par mois? Exactement, exactement. Bientôt le Donc, million. moi qui n'ai pas atteint les 20 000 par mois, j'ai juste envie d'applaudir, j'ai juste envie de me souhaiter la même chose. Moi aussi, je te le Et souhaite. puis, merci. Et puis la martingale, enfin voilà. Donc Mathieu Stéphanie, le serial entrepreneur, le multi-entrepreneur. Et du coup, je vois ça, moi, quand je tape sur Google, et je me dis, mais voilà, je l'ai mon sujet. C'est ça, en fait. Qu'on soit derrière un micro ou pas, ce dont j'ai envie de parler avec toi, c'est de réussite. Réussite, réussite sociale, par le biais de l'entrepreneuriat, mais voilà, je sais même pas si tu te considères comme ayant comme une réussite sociale. Je sais même pas ce que tu penses de ce sujet-là, mais de toute façon, si on devait avoir une conversation, c'était ça là que j'avais envie d'avoir avec toi. Eh ben écoute, ça tombe bien, on est chez toi. Donc Voilà. c'est ta conversation qu'on aura et ça me convient très bien. C'est un plus sans fond, hein, en l'occurrence. Ouais. J'ai presque envie de commencer en mettant les pieds dans le plat, mais c'est quoi toi, est-ce que tu considères, enfin c'est quoi ta vision de la réussite? Et est-ce que tu considères que tu y es? C'est une très bonne question, très difficile à répondre, qui Ouais. évolue dans le temps. Mais alors, je vais te répondre en fait très simplement par un oui. Je considère avoir réussi de manière temporelle, enfin voilà, à l'instant T, et de manière subjective. Euh, et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait ouais, 2, peut-être 3 ans que je suis pleinement heureux, tu vois. Et Mmh. en fait, avant je l'étais, mais j'avais des frustrations. Euh, et là, j'ai quand même plus beaucoup de frustrations. J'en ai, hein, d'imperfections que je veux corriger, personnelles, de l'équipe, etc., etc. Mais
tu vois, à part quand je suis un peu cramé, mais je suis pas jamais en train de me dire, ah, vivement les vacances, tu vois. Euh, T'inquiète, on va en parler. voilà, mais je me réveille jamais le matin en me disant, ah, encore un truc. Non. Euh, j'ai réussi ces dernières années pas mal de choses que je voulais faire, certaines de manière très instinctive, d'autres de manière plus organisée, mais notamment le fait de supprimer en grande partie les choses que je voulais plus faire de ma vie, euh, pour donner place à celles que je veux faire plus. Et ça, c'est un grand luxe. Euh, voilà, je peux pas Est-ce que, extraire. Pardon, j'en prie. est-ce que du coup, on a le terreau d'une définition ici, c'est-à-dire que la réussite pour toi, c'est finalement, c'est arriver à maximiser, alors son temps, en tout cas, arriver à, oui, à maximiser son temps de, est-ce que j'ai pas le mot, mais d'épanouissement, c'est-à-dire à faire en sorte que on n'est plus que du choisi, que du heureux dans son temps, on fasse plus que des choses qui nous plaisent, qui nous nourrissent. Est-ce que c'est ça la réussite, c'est avoir le choix de pouvoir faire plus que ça dans sa vie? Je pense quand même, parce que, alors ça nécessite de prendre un peu le recul, mais en effet, si dans ta vie tu fais plus que ce que tu veux faire, je vois pas comment on peut appeler ça autrement qu'une forme de réussite, tu vois. Mm. Et, mais il faut s'en donner les moyens, et ça coûte cher en investissement personnel par moment. Mais tu vois, moi, enfin, des objectifs, je parlais de court terme, de rentrer chez soi. Ben si, j'ai envie de rentrer chez moi, de voir mes enfants, de voir ma femme, etc. Ça, c'est sûr, mais les vacances, à part pour ces choses-là, passer plus de temps avec mes proches. Et encore, j'ai du mal parce que je déconnecte pas complètement, parce que je me mets pas en Mm. mode vacances dans mon cerveau en me disant, tiens, je ne pense plus au business, je ne pense plus à telle chose, je ne pense plus à tout ça. Enfin, tu vois, je reste quand même, moi, tout ça, c'est ma vie. Donc, voilà, et chacun voit midi à sa porte là-dessus, hein, tu vois. Mais si certains voient dans leur réussite le fait de faire plus de kitesurf et d'en faire 8 semaines par an et qu'ils y arrivent, ben, très bien. Et moi, je considère qu'ils ont réussi aussi. C'est un truc, comme je le disais encore une fois, très subjectif. Et puis à un instant T. Moi, je me vois pas, tu vois, je me projette pas dans la retraite. Pour moi, la retraite, c'est pas un sujet puisque je ne travaille pas, je m'amuse. Donc, non, j'exagère un peu, je travaille aussi, mais voilà, il y a un élément qu'on peut pas extraire, surtout dans des podcasts comme les nôtres, et ce serait complètement hypocrite, c'est un élément financier à tout ça. Mm. C'est que, évidemment, quand tu vis à Paris et que tu vis avec très peu d'argent, parce que tu passes ta vie à investir dans des tas de choses et que ben, c'est plus dur d'être heureux et de se considérer, enfin, ouais, d'être heureux, donc d'avoir réussi, entre guillemets, tu vois. Euh, donc c'est un élément, si je devais le quantifier, ce serait peut-être 15-20%, c'est loin d'être majoritaire, et voilà, mais c'est un élément, 20%, ça reste quand même important. C'est-à-dire que moi, j'ai passé 12, 13, 14 années d'entrepreneuriat, si je dois le décrire ainsi, mais avec un salaire tout petit pour un Parisien. Euh, et, euh, et tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est que si je mettais de côté tout ce que je devais payer, mes charges quotidiennes, etc., etc., à la fin du mois, pendant vraiment très longtemps, il me restait littéralement 200, 300, 400, mais pas 500 euros, ça c'est sûr, tu vois. Et, et, mais pour me payer, enfin, là, quand je dis mes dépenses quotidiennes, je comprends pas ni mes vêtements, ni mes sorties, ni tout ça. Donc, à la fin, ça faisait, enfin, pour un Parisien, c'est un budget assez restreint. Mais peu importe, j'étais très heureux ainsi. Et à un moment, quand tu as des enfants, tu dois avoir, tu essaies d'avoir, tu dois pas d'ailleurs, mais tu essaies de leur fournir une chambre chacun, tu essaies de leur fournir un cadre convenable dans un environnement sympathique, et ben, faut se donner les moyens, et voilà. Et ça, j'ai réussi à arriver à ce stade, je suis arrivé à ce stade ces dernières années. Et je me rends compte que si je gagnais très clairement,
si je gagnais 10 000 euros par mois de plus, je dis une connerie, 50, tu vois, ce serait marrant. Mais en fait, en l'occurrence, ça ne me rendrait pas plus heureux euh, d'un iota, mais pas du tout, je le sais, tu vois. Ça changerait des choses à ma vie, parce qu'en l'occurrence, probablement que tu vois. Pardon, je suis très bavard, mais je peux te raconter quand même j'ai un jour entendu ce truc-là qui m'a marqué, Je t'en prie, vas-y. qui m'a marqué vraiment très fortement, quelqu'un qui disait il y a trois grandes étapes dans la richesse et la fortune, entre guillemets. Il y a la première étape qui est euh, quand tu vas, le moment où tu passes, moi je suis passé par là, hein, j'ai été étudiant avec un maigre budget, etc., etc. La chance d'avoir des parents qui me soutenaient quand même, mais tu vas au supermarché, tu regardes le prix des choses et tu compares tout le temps et tu fais attention, etc., etc. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quand tu vas au restaurant, tu regardes le prix du restaurant. Donc quand tu passes la première étape, en fait, à un moment, je ne veux pas dire que tu regardes plus, tu vas regarder un peu, mais tu n'es pas à te dire, ah tiens, je vais prendre les cornichons à 2,35 € parce que les mailles, ils sont à 2,45 €, c'est quand même un peu trop cher. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. La suite, c'est tu vas plus vraiment exactement calculer un resto entre un resto à 9 € le croque ou à 18 € le croque-monsieur que tu vas trouver à Paris, parce que l'endroit est bien, ça peut paraître irréel, voilà, ou même, pourquoi pas, un étoilé à 200 € par tête, parce qu'en fait, tu veux te faire plaisir et c'est pas grave, ok? Et la troisième étape, et après, il n'y en a plus, c'est l'étape des vacances. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un moment où si jamais tu arrives à passer à ce moment où tu ne regardes plus quand tu dépenses en vacances, c'est-à-dire que ça peut être quelques milliers, voire potentiellement quelques dizaines de milliers d'euros pour tes vacances, voire certains qui vont louer un yacht ou je sais pas quoi, mais tu regardes plus parce que c'est plus un sujet. Là, tu as arrivé à un truc qui ne change plus. Bon, moi, je suis pas arrivé à cette étape-là, je regarde encore mes vacances sur comment je dépense, pourquoi, etc. Mais est-ce que vraiment ça me rendra plus heureux de me louer un yacht, de partir en jet ou en première? Je suis pas vraiment sûr, tu vois. À ceci près que, effectivement, et moi je le constate tous les jours, euh, il peut y avoir des gens qui, en fait, ont envie de brûler ces étapes-là et se retrouvent à, bah non, en fait, ont envie d'être ces personnes qui n'auraient pas besoin de compter au restaurant, tu vois, et qui se diraient, bah non, voilà, entre un croc à 8,50 € et un croc à 18,50 €, je... il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont envie d'être ces personnes qui n'ont pas besoin de compter. Enfin, je sais pas combien de personnes t'ont renvoyé ça, mais moi, c'est tellement souvent cette idée que la richesse, c'est ne pas avoir à compter. Hmm. Et du coup, on a tous envie de se sentir riche et on a tous envie de pas avoir à compter. Et en fait, on peut tout simplement avoir ce réflexe de vie. Bah, je compte pas, j'ai pas envie de compter, j'ai envie de profiter. Alors que le train de vie suit pas forcément. Et il peut y avoir aussi ce décalage entre ce qu'on se souhaite et ce qu'on fait réellement de notre argent. Et en fait, ce qu'on aurait réellement les moyens de faire. Il faudrait plutôt qu'on regarde le croc à 8,50 €, mais on veut être cette personne qui ne regarde pas et qui dépense ses 18,50 € pour un croc. Mais faut faire attention aussi entre ce qu'on veut, ce qu'on projette et ce que la société ou les réseaux sociaux, plein de choses nous projettent, quoi. Je veux dire, moi, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, quand j'avais 25 ans, euh, je rêvais d'avoir une Lamborghini, tu vois. Et Mm. aujourd'hui, déjà, j'ai eu la chance récemment de faire de la Lamborghini sur le circuit. C'est fantastique, c'est génial, mais en fait, qu'est-ce que je ferais d'une Lamborghini? Enfin, tu vois, j'ai 3 enfants, donc ce serait quand même un peu relou. Et puis, quoi? En fait, c'est le truc que ça projette sur toi. Est-ce que vraiment ça te rend heureux? Et en fait, il y a quand même des choses que tu peux un peu toucher du doigt de temps en temps, où en fait, une fois que tu as coché la case, en fait, tu te rends compte que c'est pas ça, quoi. Et souvent, et c'est aussi là où moi je me nourris énormément et je progresse dans mon bonheur, entre guillemets, et peut-être dans ce que je considère moi-même, encore une fois de manière très subjective, la réussite ou ma réussite, c'est quand tu écoutes des gens qui ont gagné beaucoup d'argent et pour certains qui sont malheureux et que tu en rencontres, et ben, tu te rends compte qu'en fait, il y a une grosse différence entre l'être et l'avoir. Et c'est fondamental. Et en fait, euh, avoir, ça résout pas grand-chose. Et le principal est quand même dans l'être, dans la nourriture
le brain food, la nourriture du cerveau, etc. Et je pense que ça va souvent résoudre plus de choses. Mais la frustration de ne pas avoir, la frustration de ne pas pouvoir se payer tel ou tel resto, la frustration de ne pas pouvoir avoir un beau logement, euh, peut en effet te rendre un peu moribond, mais je crois qu'il faut savoir un petit peu s'en passer, puis sinon se donner les moyens d'arriver. Je pense qu'il y a des minimums, tu vois. Et alors je peux te parler de ces 3 minimums sur euh, différentes étapes possibles. Il y en a une Modeling. autre que je lisais sur de la littérature financière américaine, la question qui se posait, c'est à partir de combien est-ce que euh, euh, l'argent ne fait plus le bonheur, entre guillemets. Alors pas quel revenu, mais là, il parlait de quel net worth, donc quel patrimoine. Et il y a pas mal d'études qui ont été faites, et souvent, le Ouais, ouais. compromis est entre 10, 12 et 15 millions de dollars, c'est peut-être augmenté, là, c'était il y a quelques années. Ils disent qu'après tout ça, en fait, ça ne change plus rien, ton train de vie change plus vraiment, une fois que tu as passé les 15. Et pourtant, tu as des gens qui sont malheureux parce que ils sont milliardaires en dollars, ils ont 2 milliards, et ils voient leurs voisins qui en a 6, et ils se disent, mais pourquoi lui, il a 6 milliards de dollars alors que moi, j'en ai que 2, tu vois, enfin, en fait, c'est là où il faut faire attention au regard d'autrui et c'est là où il faut faire attention à l'être et à l'avoir, je pense. Et d'ailleurs, justement, je trouve que je, tu vas me dire si tu le ressens, mais moi je trouve qu'il y a une différence entre la réussite et la réussite sociale. C'est-à-dire que j'ai tendance à avoir finalement la même vision que toi. Alors, ma réussite, c'est aussi finalement de faire de chaque minute de ma vie euh, une minute worth living. Mmh. C'est-à-dire que, pardon pour les Qui mérite non-anglophones, d'être mais vécu. Ouais, et ouais, qui ouais. mérite d'être vécu, quoi. Et en fait, donc, avec l'équilibre pro-perso qui me convient à moi, avec et puis de faire que ce que je kiffe. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est pas, même à l'intérieur de moi, si tu veux, c'est dissonant avec ce que peut être la réussite sociale, euh, qui elle est beaucoup plus normée, qui est beaucoup plus liée à la réussite financière. Et, euh, et j'ai presque l'impression que me concernant, et j'aimerais bien savoir si ça t'arrive aussi, j'ai l'idéal, enfin, je m'impose de devoir quasiment réconcilier les deux, alors qu'en fait, il y en a qu'un seul qui m'importe, quoi. Mmh. La réussite sociale. Non, je déconne. Euh, euh, Oui, exactement. bah, évidemment, on veut tous réussir socialement, le reste, on s'en fout. Non, non, mais évidemment, tout ça est plein d'injonctions et c'est très compliqué et elles changent et, et c'est terrible et c'est très difficile de s'en défaire et je pense qu'il faut un peu de sagesse. Il y a des gens qui réussissent à l'atteindre plus jeunes. Euh, je prends un exemple, moi, qui m'a marqué, mais de manière incroyable, qui montre la maturité de certaines personnes, tu vois, le terreau de ce que je cherche sur Génération Do It Yourself, mais euh, Mm. on est loin de quoi qu'on est dans la réussite, on n'est pas dans la finance, etc. Mais euh, j'ai vu Kylian Mbappé gagner, mais à la télé, gagner le championnat de France de foot avec l'équipe de Monaco, avant qu'il arrive au Parc des Princes, au PSG, pardon. Ouais. Et en fait, il y avait tous les joueurs qui étaient là, qui fêtaient tout ça avec des portables, qui filmaient, etc., etc., qui se filmaient eux-mêmes. Et puis il y a un journaliste qui dit, mais vous n'avez pas de portable? Il avait 17 ans. Qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes génération des réseaux sociaux, etc. Et là, il répond, ben, je sais pas, je viens d'être champion de France, j'ai 17 ans, je vis l'instant, quoi, je profite, tu vois. Et là, tu te dis, waouh, le mec a 17 ans, enfin là, ce mec-là va aller très très loin, très fort, très haut. Bon, j'imagine que pendant tu vois, le mondial, quand il gagne ça en 2018, il avait peut-être un peu plus son portable, mais il y a des éléments de maturité, tu vois, qui arrivent beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt chez certains. Il faut quand même prendre en considération tout ça. Et puis, c'est des batailles internes en permanence. Moi, en fait, mes échecs, ils sont où? Ils sont quoi? Ils sont quand je suis en train d'essayer d'endormir mon fils, de l'accompagner, etc. Et puis qu'au bout d'un moment, je pars sur TikTok et puis je regarde pendant un quart d'heure. Et là, je me dis, mais t'es con, en fait, tu vois, fais attention, tu vois. Profite de cet instant présent avec ton fils. Mais on sait tous que c'est pas si simple, les instants présents avec certains enfants qui sont un peu casse-bonbons. Et, euh, et voilà. Donc, euh, mais c'est ça, mais c'est vrai, en plus je dis ça en rigolant, mais c'est ça mes échecs à moi principaux, c'est que à la fois ben, j'ai ces injonctions qui sont
faut pas passer trop de temps sur les écrans. À la fois, j'ai quand même besoin de Mmh. ces écrans pour mieux bosser. À la fois, j'ai aussi envie de regarder de la merde parce que par moment, ça fait plaisir. À la fois, tu vois, quand je t'écoute et qu'on se dit, ben, on a envie de faire que ce qu'on kiffe, oui, mais pour faire que ce qu'on kiffe, eh ben, tu as besoin de faire des efforts qui sont durs et que par moment, tu pas envie de faire. Et ça, c'est la vraie vie, tu vois. Et si je dois le mettre en parallèle à, je sais pas moi, eh ben, je préfère être beau, mince et musclé que gras du bide tu vois, je sais pas moi, flemmard, tu vois, et cette image du pantouflard dans son canapé. Ben, il y en a un qui est facile, tu te mets dans le canapé, t'attends, tu restes, tu lis, tu regardes Netflix. Puis il y en a un autre, il faut se lever le matin, il faut faire des exercices, il faut manger différemment, il faut se renseigner sur des choses. Ben, c'est pareil un peu sur le reste, en fait. C'est que il y a de la rigueur, de la discipline qui te permettent d'atteindre un certain nombre de choses. Euh, et comment tu places ce curseur entre je fais que ce que je kiffe et quand même je me réveille le matin et je fais des abdos et des pompes, tu vois. Et d'ailleurs, souvent, et je pense que toi et moi, on pourrait le dire, mais il y a un énorme... le premier prix à payer, si tu veux, de cette quête de la réussite telle que nous, on la conçoit, c'est-à-dire bah, vivre la vie qu'on a envie de mener, pas celle où on se lève tous les matins, on va gagner de l'argent dans un job qui nous plaît moyen, et où on laisse d'autres personnes prendre des décisions à notre place sur de ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'on peut prendre nos congés, quand est-ce qu'on peut rentrer chez nous, quelle formation on a droit de prendre, etc., etc. Et donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a, comme tu dis, c'est pas une vie qui est dénuée d'efforts. Euh, est-ce que euh, est-ce que pour toi le plus gros prix à payer c'est justement ce sacrifice sur son équilibre? Est-ce que toi tu as réussi en fait euh, à trouver un équilibre vie pro, vie perso, qui fait aussi partie intégrante de la réussite, dans laquelle tu te dis, voilà, je suis bien depuis 2 ans, vraiment, je me sens bien. Ou est-ce que ça reste un prix à payer et t'as pas encore trouvé la formule magique, quoi? Tu vois, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que je vais dire ça en priant très fort que ma femme n'écoute pas ce podcast. Mais je pourrais te dire que dans une certaine mesure, oui. Mais il se trouve que ce week-end, tu vois, ça fait des mois que c'est pas arrivé, y compris quand j'ai chopé le Covid, j'ai pas fait de sport. Et ça, tu vois, ben, ça me rend malade, tu vois. C'est-à-dire que, mais Hmm. c'est limite parce qu'à un moment, tu vois, il se trouve que souvent le dimanche matin, je bosse parce que j'ai une newsletter et que je fais des choses en plus, et qu'il y a des moments où il faut faire des choix, tu vois, et que tu peux pas et bosser et faire du sport et faire ton week-end tout seul alors que tu as une famille de 5 personnes. Enfin, il y a un moment, tu vois, ou alors tu es un gros con, et puis voilà, hein, mais chacun sa vie. Mais, et donc, du coup, ben, il se trouve que ce week-end, tous embarquant, des gens que tu croises, des choses, et puis voilà, ben, à un moment, en fait, j'ai pas eu le temps, je l'ai pas fait, et voilà. Et donc, ben, quand je me dis ça, je me dis, j'ai pas réussi cette chose à organiser bien ma vie parce que, en gros, si je dois mettre, tu vois, des slots dans tout ça, je vais avoir le travail, la famille. Alors, je devrais quand même plutôt commencer par la famille, mais en fait, en vrai, je passe plus de temps au travail qu'avec la famille, donc je Bah pensais oui. plus à des slots de. Je pourrais même mettre le sommeil d'ailleurs hein, dans ces slots parce que ça reste très Hmm. important aussi. Euh, et puis les amis et le sport, quoi. Enfin, amis et sport pour mettre divertissement, tu vois, dans l'ensemble. Euh, et voilà. Et dans tout ça, ben, tu vois, moi, le travail, les podcasts notamment, il y a quelques années, ont fait que j'ai rajouté une grosse masse de travail en plus du travail. Donc, j'ai dû faire des choix entre les autres, tu vois, j'arbitre. Et donc, ben, j'ai décidé à un moment, je faisais beaucoup plus de sport avant. J'ai décidé de faire moins de sport et de voir un peu moins mes potes. Bon, ben, c'est comme ça, hein, mais je voulais pas euh, passer moins de temps avec ma famille, dormir moins, ce qui pour moi est primordial. Donc, t'arbitres, t'optimises. Il y a des semaines qui sont parfaites, il y a des semaines qui le sont moins, il y a des semaines où tu as l'impression d'être esclave de tes emails ou esclave de, je sais pas, enfin d'autres choses. Euh, mais voilà, donc ça, je commence à toucher du doigt quelque chose qui me plaît, qui me plaît. Le problème que j'ai, et qui est vraiment totalement intrinsèque à moi-même, c'est que, c'est que dès que je vois que j'ai un petit slot ou un petit peu de temps disponible, je m'empresse
Tu veux le remplir. de le remplir par une nouvelle activité potentiellement débile parce que en fait j'ai peur des creux et peur du vide probablement. Hmm. Et je peux pas m'empêcher, même si tu vois, on partage cette vision de la réussite, où en gros les gens vont nous prendre pour des tarés, genre notre vision de la réussite c'est de faire que ce qu'on veut. C'est un peu, c'est hyper enfantin, mais on a parlé de la dimension Tu sais quoi? financière Pardon, je dois te ouais. couper, mais c'est pas, je pense vraiment, et je vois ce que tu veux dire, et ça peut paraître enfantin, mais je pense que, en fait, peut-être que je pense que c'est hyper mature. Et je pense que peut-être que c'est hyper enfantin et hyper mature parce qu'en fait, ça semble tellement évident pour un enfant, la réussite, c'est de faire ce qu'il veut, qu'à un moment, en Hmm. fait, on passe notre vie à nous dire à plein de moments, la réussite, c'est ci, la réussite, c'est ça. Mais non, en fait, qu'est-ce que tu peux faire de mieux que faire ce que tu veux, tu vois? Enfin, enfin, je sais pas, je suis Mais peut-être... est-ce que justement le problème c'est pas les gens qui nous répètent mais dans la vie on peut pas faire ce qu'on veut? Est-ce que c'est pas est-ce que le problème c'est pas qu'à un moment donné en fait quand on est enfant on nous dit rêve, on nous dit vas-y tu peux faire ce que tu veux, on nous dit crois en toi, on nous dit tu peux faire tout ce que tu veux, voilà bon, quand on a la chance d'être entouré de parents bienveillants, puis arrive un certain âge c'est travaille bien à l'école, choisis la bonne filière, fais des études, prends un job, trouve-toi un CDI. En gros, il y a un moment donné où la liberté, fuck. Oui, C'est-à-dire que la société nous dit, bah, c'était sympa de rêver avant, mais maintenant, bah, rentre dans le moule et sois adulte, tu vois, comme si le fait d'être adulte, c'était d'avoir de porter le poids du monde, le poids des responsabilités sur son dos, quoi, comme une tortue. mais, mais c'est là où le travail bien à l'école, bah, je pense que c'est quand même un moyen de liberté. Intéresse-toi à des choses, sois curieux, etc. Il y a quand même c'est là toujours la difficulté entre la frontière entre la rigueur, la discipline et l'apprentissage et le besoin de progresser, et la liberté. C'est-à-dire que pour certains, ben, euh, tu vois, moi je suis complètement aliéné par mes entreprises et mes aventures entrepreneuriales. Tu vois, bon, bah, soit il y a des gens à qui ça correspond pas. On est forcément aliéné à notre famille, sauf si tu veux être une sorte de quelqu'un qui abandonne tout et tout le monde comme ça, mais tu vois. Et ben, soit, tu vois, à un moment, c'est une réalité, mais en tout cas, il faut se donner les moyens d'eux. Et dans se donner les moyens d'eux, bah, souvent, ça passe pas par faire ce que je veux tout le temps, quoi. Parce que sinon, peut-être que à 18 ans, tu m'aurais dit faire ce que je veux, je t'aurais dit, bah, je sais pas moi, jouer à FIFA ou PES en fumant des pétards, j'en sais rien, tu vois. Enfin, c'est pas exclu, tu vois. Ouais, 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 c'est ça, c'est Et ça. donc, il y a un moment où, en fait, il faut juste comprendre que, ben, soit tu me dis, ok, tu veux jouer à FIFA ou à PES, très bien, mais à ce moment-là, pourquoi? Et est-ce que tu veux que ce soit devenir champion du monde ou voilà, est-ce que c'est un passe-temps? Bah, si c'est un passe-temps, très bien, mais il faut te donner. Enfin, il y a un moment, il faut juste être adulte et quand même savoir vivre de quoi. Alors après, tu dois être familière au mouvement FIRE, à certains, si certaines personnes sont très heureuses dans l'ultra-frugalité, moi ça me va aussi pareil, très bien, hein, mais voilà, il faut quand même trouver son obédience quoi, dans tout ça, un peu. Ouais. Bah, en fait, si je reprends ton exemple, il y a le jeune qui a envie de, bah ouais, de toute façon, moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de jouer à FIFA. Et en fait, quelque part, l'adulte se dirait, mais pourquoi pas? Dans ces cas-là, comment est-ce que tu peux te construire une vie qui va te permettre de jouer bah, à FIFA quand tu as envie de jouer à FIFA? Est-ce que c'est parce que tu en fais une activité professionnelle? Ou est-ce que c'est parce que tu as trouvé un job qui te permet d'avoir beaucoup de temps libre, de Mmh. faire quelques tournois à côté ou j'en sais rien. Mais construis un projet autour de cette envie. Garde cette envie, tu vois. Après, elle changera peut-être parce que t'as 15 ans, 16 ans et qu'il y a aussi peut-être un problème de maturité. Mmh. Mais pourquoi pas, enfin, faisant quelque chose. Mais oui, à un moment donné, on s'arrête et on se dit, bah voilà, je dois aller bosser à l'usine et puis je dois gagner ma vie et puis en plus, après, il y a les enfants, etc. Et puis il n'y a plus de FIFA du tout, quoi. Et... Voilà, moi la grosse difficulté que j'ai là-dessus par rapport au et peut-être que certaines personnes, et j'en ai pas vu beaucoup en tout cas dans ma vie, donc je ne crois pas que ce soit un manque de curiosité pourtant, mais s'épanouissent
dans une usine, soit. La difficulté, moi, que j'ai dans cette conceptualisation, c'est que ma vie est trop précieuse pour que j'alloue même 35 heures par semaine à un truc qui m'emmerde royalement, tu vois. Et Hmm. même si c'est pour me payer autre chose, j'ai du mal à concevoir le fait d'avoir une vie professionnelle où je me dis c'est une vie professionnelle qui me permet d'autres choses. Et ça, chacun voit midi à sa porte. Voilà, là je parle de moi. Moi j'ai besoin de m'épanouir dans ma vie professionnelle et de me dire ce que je fais m'éclate, ça a un sens, ça me permet d'aller vers telle ou telle chose et de me libérer plutôt que de m'enchaîner, tu vois. Est-ce que quand tu as commencé à entreprendre, euh, tu pensais à... T'avais en tête ou t'avais comme envie de gagner de l'argent? Est-ce que ton idée, c'était l'entrepreneuriat, c'est aussi une voie vers une forme de richesse. Voilà, c'est limite, je vais vendre je vais revendre ma boîte des millions, etc. Il y avait cette idée derrière ou pas du tout? Honnêtement, il y a un, il y a- je peux pas dire qu'elle est jamais dans les parages, elle ne l'a jamais été, tu vois. Ce serait aussi hypocrite de ma part, mais c'était pas du tout mon moteur et ça ne l'a jamais été, et ça ne le sera jamais. C'est-à-dire que euh, j'ai vraiment, tu vois, je crois que j'ai toujours eu ça dans le sang. Euh, c'est vraiment une sorte de vocation de me dire, je veux créer des choses, je veux recréer des choses, Hmm. et je veux encore en créer dans ma vie, tu vois. Et j'espère qu'à 60, 70, 100 ans, si je suis toujours là, je créerai encore des choses, tu vois. Mais, euh, tu vois, je me rends compte que moi, j'adore le jeu en équipe, tu vois. Je me régale à voir des collaborateurs dans plusieurs business, à avoir des échanges intellectuels, des échanges créatifs sur plein de choses. Et, euh, et ça, c'est vraiment ce que je cherche. Euh, je crois que le principal moteur pour moi a toujours été de me dire que j'ai du mal avec les ordres, les injonctions, l'injustice. Et en fait, ça a toujours été compliqué pour moi d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. Voilà, le propre qui me dirigeait et de dépendre d'une promotion pour faire ou telle chose, de me dire, tiens, quelqu'un va Hmm. décider qu'il faudrait que j'aille en Australie. Mais pourquoi? Ou que je fasse tel ou tel métier, mais non, en fait, je ne sais pas, tu vois. Et voilà. La réalité, c'est que à la fin, euh, je prends ce terme encore, hein, mais une entreprise est elle-même aliénante, c'est elle-même aussi, quand tu es le propriétaire ou le fondateur, un potentiel boulet. Euh, la question, c'est d'être capable de prendre toujours le recul, d'en faire le boulet que tu veux et que tu n'as pas de mal et que tu as envie de porter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, il y a des moments où tu ne peux pas prendre de vacances ou pas autant que tu en veux, il y a des moments où tu gagnes pas autant d'argent que tu voudrais, il y a des moments où c'est très dur, il y a des moments où il y a bah, c'est plein d'éléments, quoi. Il y a et notamment d'éléments humains, quoi, qui sont pas des jeux, quoi. C'est des gens, j'ai 70 personnes autour de moi, c'est pas un jeu avec eux, quoi. C'est pas mon game de gagner plus d'argent, de faire non, c'est des gens qui, moi, quand ils rentrent chez eux, j'ai pas envie qu'ils se sentent opprimés, frustrés. J'ai pas envie, j'ai envie, et je dis pas que j'y arrive tout le temps, parce que voilà, mais j'ai envie qu'ils se sentent bien, qu'ils soient contents, qu'ils comprennent pourquoi ils sont là, voilà. Et tout ça, quand ta boîte elle grossit, toutes ces responsabilités, une année 2020 qu'on a vue avec plein de nouveautés pour nous en termes de management, de gestion de choses à distance, etc. C'est pas un jeu, quoi. Tu vois, c'est beaucoup de responsabilités et ça doit aller bien au-delà de la potentielle revente, tu vois. Et quand tu en parles à beaucoup d'entrepreneurs, en fait, souvent, je ne vais pas dire toujours, mais souvent, quand ils vendent un business qu'ils ont créé, ils vont quand même chercher une forme de legacy, un suivi, un héritage, euh, parce qu'ils veulent pas que tu vends pas un truc en disant je prends le maximum et puis après je m'en fous. C'est pas un appart ou une voiture, tu vois. C'est un objet avec des gens dedans. Donc tu as envie que ces gens continuent à être bien traités, t'as envie que cette potentielle entreprise te survive aussi, que voilà. Et
Voilà, donc il y a un moment, tu te dis oui, tu es fasciné par ces gens qui créent une boîte qui la vendent 300 millions d'euros, de dollars, Zenly, il y a quelque temps. Je dis waouh, je vais pas dire que moi je trouve pas ça bluffant, mais, mais, euh, mais en soi, c'est pas mon drive, c'est pas ce qui me motive au quotidien. Et pour autant, aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie. En fait, j'en sais rien, mais j'imagine. Oui, non, non, mais oui, je vais pas. Et tu m'aurais posé la même question il y a 2 ans, c'était pas forcément si vrai que ça. Et je peux te dire, Ouais, hein, je veux dire, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, je sais pas si je l'ai déjà dit, je crois pas. euh, Ma boîte personnelle, parce que j'ai une société personnelle qui facturait à peu près 60 000 euros par an mhm. de prestations en tant que gérant ou président de différentes boîtes, etc. au total, tu vois. 60 000 euros par an, tu divises par 12, ça fait 5 000 euros par mois, tu peux dire, ah ouais, c'est pas mal. En fait, là, c'est de la Non, facture, non, hors taxe. c'est de la facture. Donc, Ouais. si je veux avoir de l'argent dans ma poche là-dessus, il me reste 2005, 2008, mais pas 3000, tu vois. Et à Paris, un loyer d'un appartement pour une famille avec 3 enfants, c'est plus de 3000 euros, quoi. Donc, je veux dire, enfin, ou alors tu vis dans un grand studio, et voilà, mais un truc un peu, c'est pas normal, c'est un beau truc, mais décent, quand tu veux essayer d'avoir un standard qui, moi, est le mien, et ben, c'est ça. Et ben, voilà, c'était pas assez. Et aujourd'hui, heu, à force de patience, de résilience, mais attends, je vais aussi préciser une chose, c'est que ma femme, heu, a été d'un très grand soutien pendant très longtemps parce que, elle a une réussite incroyable et voilà, c'est un jeu de couple, heu et aujourd'hui, je pense que c'est moi qui reviens plus dans le game maintenant, mais heu, mais voilà, c'était, «prévu» entre guillemets, et aujourd'hui, il se trouve que, ben, j'ai des podcasts qui me rapportent, alors j'ai un podcast qui me rapporte de l'argent différemment, j'ai, des investissements qui commencent à payer, et puis, voilà. Et en parallèle de tout ça, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que alors je veux pas paraître indécent parce que pour beaucoup, ça peut paraître beaucoup, hein, mais en l'occurrence, c'est vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, tu vois, enfin, je comptais tout, hein, vraiment, tu vois? J'étais, voilà. Hem, mais en parallèle, on fait des investissements, pour acheter des bureaux à tu vois, en pro cette fois-ci, hein, c'est pas des investissements perso, mais bon, c'est quand même notre boîte et à la fin, ça nous appartient directement par par un jeu de holding ou de boîte comme ça, des bureaux en millions d'euros, tu vois? Hmm. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que moi, Oui, j'ai mais toujours enfin, avec de l'argent que tu lèves via ta société. avec de l'argent que j'ai pas levé, que j'ai emprunté, donc qui à la Oui, fin, enfin, que tu lèves à une. Enfin, oui, oui. j'ai utilisé le mot lever, mais Oui, mais je veux parce que je pensais à l'effet de levier, mais que oui, tu tu as as raison. emprunté à une banque. Donc, Oui, c'est ça, exactement. Mais voilà, ce qui est hmm. intéressant, c'est qu'à la fin, ben, moi, en parallèle de tout ça, quand même, j'achetais des bureaux en millions d'euros. Je continue à en faire Ouais. un deuxième, puis j'espère un troisième, etc., etc. Et puis, ben, avec tous ces efforts, à la fin, bah, ce que je me dis, c'est que normalement, parce que les entrepreneurs ont des retraites pourries, à un moment, peut-être que quand j'aurai 60 ans, je chercherai pas à être à la retraite, mais je pourrai avoir un revenu qui, cette fois-ci, bah, me permettra de moins compter, de payer des choses à mes enfants, leurs études, etc., qui là pourrait être plutôt de l'ordre de, je sais pas, 15-20 000 euros par mois. Euh, Pareil, hein, en facturation, par le biais de location de bureaux et de choses comme ça, qui cette fois-ci seront des choses dont je serai propriétaire. Donc voilà, moi je mise sur l'avenir, mais c'est bien joli tout ça, hein, mais un jour il y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, ok, super, mais moi, tu vois, j'ai perdu un de mes potes, il avait 38 ans, il a toujours fait ça, c'était une vraie fourmi, et puis à la fin, bah, il a jamais profité de son truc. Ah oui, mais alors attends, parce qu'il y a une double façon de voir le truc. Euh, tu... On m'a posé la même question il y a pas longtemps. Bah, c'est joli ton truc de ne pas dépenser pour économiser, mais si je meurs demain. Hmm. Euh, En fait, c'est pas, enfin, la question, c'est pas ça. C'est-à-dire, finalement, dans un schéma de vie, on va dire standard, euh, finalement, où on n'est pas sur son chemin de réussite, où on n'est pas en train d'essayer de se créer sa propre réussite, bah, on peut kiffer à dépenser plein d'argent, mais moi, ce que je considère, c'est que
on n'est pas non plus dans... Enfin, en fait, on profite. C'est une fausse façon de profiter, de faux plaisirs, parce qu'on se donne pas la chance de réaliser ce qu'est sa mission de vie, peu importe le temps qu'on a à passer sur Terre, quoi. J'utilise souvent cette analogie en disant, mais si demain tu te retrouves effectivement sur ton lit de mort et que tu dois faire le bilan de ce que tu as fait, jamais tu vas te dire, je suis super contente de m'être acheté ce dernier truc à la mode, je suis super content d'avoir passé 2 semaines de mes congés payés en Thaïlande, quoique, mais bon, non, en fait, je suis super contente de m'être donné les chances d'avoir vécu ma vie à fond et d'avoir essayé de réaliser mon rêve. Est-ce qu'entre-temps, je serai toujours là? Personne peut le dire, si tu veux. Mais en revanche, arriver à un stade de sa vie où tu n'as pas fait cet effort-là vis-à-vis de toi, de tes rêves et de tes ambitions, et que finalement tu te donnes rendez-vous à toi-même à la retraite, tu dis qu'est-ce que j'ai fait de ces 60 dernières années de ma vie, 20 ans à étudier, 40 ans à travailler dans un truc qui me plaisait pas. Et là, tu as aussi tous les gens qui meurent juste avant la retraite ou juste après la retraite. J'en ai compté de ces histoires-là aussi dans le podcast. C'est aussi dramatique, c'est que les gens qui n'ont pas fait ce choix-là, qui ont fait le choix de différer en fait leur plan de vie pour profiter à la retraite, sont aussi des gens qui peuvent vivre ce drame de ne pas aller jusqu'au bout de leur vie, mais sans avoir non plus, sans s'être non plus donné la chance de réaliser quoi que ce soit, en Et fait. tu vois, tu as tellement raison. Et moi, je veux dire, le moment où on m'a dit ça, je m'en souviens. Tu sais, ces moments de vie, donc, je visualise, quoi. Je vois exactement où j'étais avec un de mes cousins, Germain, Hubert, qui me dit ça, on est en train de faire un jogging. Et je vois très bien l'endroit où on était. Et en pleine campagne. Et du coup, ça m'a fait converger un peu. Et puis après, je lui ai dit, tu sais quoi, là, si je meurs maintenant pendant ce jogging et que je fais tous ces efforts et que voilà, juste tu pourras témoigner auprès de tout le monde à mon enterrement que c'est pas grave si j'ai fait tous ces efforts parce que je suis très heureux, tu vois. Et, et on vient un peu à ce point de départ. Et à ce moment-là, je pense que je gagnais pas encore euh, vraiment bien ma vie. Aujourd'hui, j'estime pas la gagner de manière délirante. Honnêtement, c'est pas non plus n'importe quoi, mais c'est confortable. Eh bien, euh, je suis pas plus heureux aujourd'hui que ce jour-là, tu vois. Et ça, c'est très clair. En revanche, je sais que je suis pas dans l'attente de ce futur absolument pour pouvoir, entre guillemets, me payer plus de choses. Aujourd'hui, moi, ce qui me fait marrer, notamment, je vais te dire, en gagnant plus d'argent, et ce que ça me donne l'opportunité de faire, notamment, c'est plus d'investissement, et notamment de l'investissement dans des entreprises, dans des startups. Et ça, c'est un truc, c'est une de mes passions, tu vois. Écouter des entrepreneurs me raconter ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire, pourquoi, comment, etc. Me dire, avoir avec des éléments rationnels et des éléments totalement intuitifs, ça, j'y vais, j'ai envie d'y aller. C'est assez nouveau, ça fait quelques mois, allez, 1 an et demi que je peux faire ça. Et ça, c'est hyper cool. Et c'est un élément de mon bonheur aussi, tu vois, aussi d'une forme de, tu vois, de pouvoir me dire, tiens, on m'a fait confiance à un moment, je peux refaire confiance à ce moment-là. Et puis, si ça peut rapporter, tant mieux, mais en fait, voilà. Et, et, euh, mais ce qui compte, la différence, je pense, entre ces personnes qui vont attendre ces 60 ans pour, je sais pas quoi, faire autre chose, moi, j'attends pas, en l'occurrence. Je fais déjà des choses qui remplissent pleinement mon bol de, ma coupelle de bonheur. Tu vois. Voilà. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui n'arrivent pas à parler de leur salaire? De combien tu gagnes? Je te l'ai un peu dit tout à l'heure. Mais oui, mais un J'ai peu, un et tu m'as peu. parlé de Ok, je avant. vais te donner. Non, je vais te donner une idée partielle. Enfin, alors, en gros, j'ai toujours à peu près cet élément qui est de l'ordre de 60-70 000 euros, qui sont des fees de management de Cosa Vostra. Donc, on est 4 associés fondateurs, on est 6 associés désormais, il y a des associés qui gagnent plus que nous. C'est pour te dire que aussi dans des boîtes comme ça, normalement, je veux dire, un CEO, il peut gagner le double, quoi, tu vois. Et nous, on est dans une vraie frugalité, c'est-à-dire qu'on se dit non, non, nous, on crée un truc beaucoup plus gros, on mise tout sur l'avenir, et puis on trouve d'autres moyens de gagner de l'argent de temps en temps, notamment en vendant des startups sur notre startup studio. Bon, on fait nos investissements immobiliers, on fait tout ça. Donc ça, en revenu immédiat, j'ai à peu près
cette somme. Et désormais, et je parle pas de salaire direct, hein, parce que après, moi, ce que je me reverse, en fait, c'est pas tant que ça, parce que je réinvestis beaucoup. Et la deuxième partie, c'est plus les podcasts, et ça fait, on va dire, quelques mois, enfin, Génération Do It Yourself. De toute façon, le calcul, il suffit de le faire, hein, il est simple, hein, mais j'en ai parlé à droite à gauche, mais c'est un podcast qui peut rapporter entre 20 et 35 000 euros par mois. Donc là, c'est énorme En sponsoring, je en précise. sponsoring, mais c'est du chiffre d'affaires, c'est Donc, pas gens du qui font, salaire, ouais. encore une fois. Et Ouais. désormais, j'ai embauché une équipe de presque 2 personnes, donc qui me coûte de l'argent, donc c'est pas du 20 ou 35 000 euros net. Je pourrais me dédier que à ça et ne faire que ça, arrêter le reste, etc., et gagner que ça, ce serait bien confort, mais c'est pas mon optique de vie, quoi. Tu vois, il y a des gens qui sont vraiment dans cette approche, qui se disent, en fait, voilà, donc, et donc à la fin, ça te donne une image, c'est-à-dire que si je me débrouille bien, il me reste 10 000 euros de plus à facturer, donc je suis passé potentiellement, je dis potentiellement, mais de 10 à 15 000 euros à facturer tous les mois. Et là-dessus, donc ça change un peu la donne, plus certains extras de temps en temps et des choses comme ça. Mais honnêtement, je vis plutôt avec un salaire, malgré tout ça, qui avoisine les 4-5 000 euros par mois, ce qui est beaucoup. Ah, Mais non, Mathieu, je peux pas te laisser dire ça. Non, moi je considère que c'est beaucoup plus que beaucoup de gens. mais bien sûr, non, mais je dis pas, en fait, Mais on peut pas dire qu'en absolu c'est beaucoup pour une famille de 5 qui vit à Paris, un multi-entrepreneur qui a beaucoup de business, dont on pourrait attendre probablement que ta compétence en tant que salarié, elle serait valorisée à oui, 2 à 3 fois ça, tu mais vois. c'est parce que je suis une barre de fer, honnêtement, c'est juste ça. Enfin, après, il faut mettre les mots dessus. Moi, je, euh, déjà, je ne vis pas et j'essaie d'inculquer ça à mes enfants, mais dans la dépense. C'est-à-dire que quand je dis je suis une barre de fer, c'est que, tu vois, il y a un truc récemment, j'ai fait un truc terrible, c'est que j'avais acheté un parking. Alors, j'ai acheté, bon, je fais plein d'investissements, hein, comme ça, tout le temps. Moi, je suis un fou furieux. Et j'avais acheté un parking en ce qu'on appelle euh, le terme est sorti. Tu sais, quand c'est t'es propriétaire, mais sur un bail amphithéotique. Donc, t'es propriétaire, mais en gros, tu l'achètes sur 50 ans, et au bout de 50 ans, il revient à c'est une forme de location ultra longue durée. Et donc, du coup, Ah d'année mais en tu m'apprends année, quelque chose. voilà, bail amphithéotique, pour faire halluciner tout le monde, hein, juste très, très clairement, un parking dans les bons quartiers du 17e en bail amphithéotique. Je crois qu'à l'origine, j'avais acheté 48 000 euros. Non, sur 48 ans, je l'avais payé 60 000 euros. Ok. Ah, Un parking. mais pourquoi? Je parle pas d'un box, hein, je parle d'un parking, soyons clairs. Pourquoi? Parce qu'on est dans un quartier très riche dans lequel. Non, mais pourquoi faire ça? Non, mais parce que, je vais te dire, parce qu'on est dans un quartier très riche dans lequel il n'y a pas de parking. Donc, du coup, à un Ouais. moment, en fait, et il y a plein de gens qui ont plein de grosses voitures, et quand tu as une grosse voiture, tu veux Ça pas veut qu'elle dire reste quoi? dehors. Donc, c'est ce que ça vaut. C'est ce que ça vaut. Mais à un moment, quand tu l'achètes et que tu te dis, bah, attends, ça fait 4-5 ans que je l'ai, là, il reste plus que 44 ans, je vais me faire éclater sur ce machin. Et puis, en plus, j'ai déménagé un peu plus loin, donc je vais le revendre. Et ben, finalement, ce parking, je l'ai largué à 60 000 euros. Donc, en fait, en plus, il n'y a pas de frais de notaire parce que t'es pas en pleine propriété, etc., etc. Donc, en fait, ce parking a été un super investissement puisque j'ai pas gagné, j'ai pas perdu, mais en attendant, j'ai garé ma voiture pendant 5 ans gratos. Ce qui n'est pas donné, voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Tu dis, toi, pourquoi faire ça? Ben, j'ai pris un parking en bas de Non, mais chez j'avais pas moi. compris que c'était pour ta propre voiture. Voilà, mais je t'explique Pas la tout à suite. fait pareil Voilà. déjà. Et j'ai pris un parking en bas de chez moi. Et là, j'essaye de l'acheter, mais je vais y revenir si tu veux après. Euh, Ça vaut 220 euros par mois. Et ça, tu vois, ça me fait péter un câble. C'est-à-dire que je payais 220 balles par mois quand moi j'étais étudiant, je payais 450 euros par mois pour mon micro-appart à Boulogne, tu vois. Je paye la moitié de ça pour un parking. C'est même pas encore une fois un box, tu vois, je peux rien mettre dedans d'autre. C'est une pauvre place avec 3 bouts de peinture, tu vois, il y a rien, tu vois. Et c'est fou. Et ça, c'est 220 euros par mois qui sont partis à jamais, qui vont dans les poches de quelqu'un d'autre. Et, euh, et voilà. Mais
il n'empêche que ça fait partie de ces choses que je veux pouvoir m'offrir, qui sont d'avoir au pied de chez moi un endroit où je peux garer ma voiture sans me soucier de me la faire abîmer, voilà, bon, soit. Mais il se trouve que derrière, ce que je suis en train de faire moi, c'est de trouver par tout moyen un moyen de trouver qui est le propriétaire, parce que c'est pas si simple, si j'ai trouvé là désormais, mais de cet ensemble de parking, trouver la personne, de lui faire une proposition pour lui racheter tout, de trouver s'il faut, si j'ai pas les moyens de machin, mais voilà. Et pas toujours, mais souvent, j'arrive à mes fins. Et voilà, parce qu'en fait, ça me rend dingue de payer 220 balles par mois. Je me dis, je vais trouver un autre moyen, et puis je vais tout racheter, puis je vais tout revendre, je vais en revendre la moitié, je sais pas comment, mais je vais me démerder. Voilà. Donc je me fais encore des nœuds dans le cerveau, tu vois. Je t'écoute et je pense à un bouquin que j'ai lu sur la plage cet été de Millionaire Next Door, mais il y a aussi le même type d'enseignement dans le livre sur Babylone, là, comment ça s'appelle The Richest Man in Babylon, l'homme le plus riche de Babylone, mais aussi dans Devenir riche de Benjamin Franklin. Cette idée de... Qui t'a inculqué cette idée d'effectivement... en fait, si tu veux être un homme riche, il faut compter les sous et les utiliser, il faut évaluer la dépense et faire que ce qui est utile et garder un style de vie frugal, parce qu'en fait, ta vraie richesse est dans tous les investissements que tu vas faire qui font que, effectivement, tu pourras te poser la question, est-ce que j'ai envie de travailler moins? Est-ce que je peux me permettre d'embaucher quelqu'un pour faire ça? Parce que finalement, moi, j'ai envie de faire que ça et pas ça, parce que ça m'ennuie maintenant. Et puis, tiens, bah, ça m'ennuie, voilà, c'est plus mon kiff, j'ai envie de me faire autre chose. Est-ce que finalement, qui t'a appris cette façon de faire, de penser? Est-ce que tu l'as appris? Est-ce que c'était inné? Non, j'ai grandi là-dedans. Je viens d'une famille catholique, mais qui aurait pu être, excusez-moi les clichés, mais protestante ou juive plutôt, parce que dans les deux cas, plus proche de voilà. Mais mes parents sont pas du tout des gros dépensiers. Euh, je crois que mon père a quand même peut-être acheté une voiture neuve dans sa vie, mais c'est le truc le plus incroyable qu'il ait fait, je crois, tu vois. Et je trouve que, honnêtement, je me moque de lui, mais je pense que je le ferai jamais, parce que pour moi, alors acheter une voiture neuve, c'est vraiment le truc le plus con en soi, parce qu'une fois qu'elle sort c'est bien connu, hein, mais qu'elle sort du concessionnaire, elle a perdu 20-30% de sa valeur, donc je préfère l'acheter à partir du moment où elle est sortie du concessionnaire. Et, donc, voilà, et tu vois, c'est pareil. En revanche, eux, peuvent avoir une tendance à acheter une voiture d'occasion et puis ils vont l'emmener jusqu'au bout de sa vie. Donc, ça coûte pas très cher, parce que voilà, mais moi, j'ai une tendance à acheter une belle voiture d'occasion euh, sur tu vois, comment on appelle ça, une occasion de ouf. Je cherchais, mais un coup de fusil incroyable. Je peux attendre derrière un buisson pendant des mois, des semaines, je sais pas, des années potentiellement. J'achète la voiture dès qu'elle sort. Tu vois, je vois ce truc, je me dis tac, je prends. C'est la bonne, c'est celle que je veux, etc. J'en aurais vu beaucoup. Et puis je vais la revendre 2 ans après, le même prix, tu vois. Et tu vois, elle m'aura coûté au total, mais vraiment très peu d'argent. Et donc voilà, la difficulté là-dedans, je vais te dire, c'est que, je te dis un truc très personnel, mais mes parents, je pourrais leur en vouloir sur un truc, c'est qu'ils ont réussi leur vie comme il fallait, mais ils sont corses d'origine, ils ont construit une maison là-bas, euh, une belle maison, mais c'est pas une villa complètement dingue, etc. On est dans les plaines orientales, ça reste un endroit relativement discret, etc. Et ils ont dû mettre 5, 6, 7 ans à se faire une piscine, tu vois. Parce qu'ils viennent de ce truc-là. Et en fait, c'est 5, 6, 7 ans de leur vie où ils n'auront pas profité de la piscine. Et moi, je viens aussi de là et j'ai eu de mes potes qui m'ont appris à un moment de me dire, mais Mathieu, mais relax, quoi, quand même. Fais-toi plaisir, tu vois. Et il faut aussi trouver cette barrière entre le fais-toi plaisir investi et moi, je suis traumatisé par les gens qui vivent à crédit complètement. Ça me. Les crédits sur des trucs d'investissement, je peux comprendre, mais alors le crédit pour t'acheter une voiture, ça, c'est un concept que je ne comprends pas. C'est marrant ce que tu dis, parce que j'avais jamais pensé à ça comme ça, en fait. Il y a cette idée du bon crédit et du mauvais crédit. Ouais. Donc, le mauvais crédit, c'est... Quelque chose qui se dévalorise. Voilà,
on va pas faire un cours, mais grosso modo, un crédit à la consommation, c'est pas un bon crédit. Et du coup, c'est marrant, c'est cette idée de... donc, ils ont attendu 6-7 ans d'avoir les fonds pour se payer une piscine, mais du coup, c'est aussi 7 ans pendant lesquels ils n'ont pas profité, alors que j'imagine tes parents sont à la retraite. Et du coup, il y a aussi se dire, en fait, peut-être par principe aussi, et parce qu'on nous dit, voilà, on ne prend pas un crédit pour des choses qui se dévalorisent, et ils se sont empêchés de vivre ces moments-là, d'en profiter pendant X années. J'avais jamais vu ça comme ça, l'idée aussi, on peut s'imposer une forme de privation parce qu'on se refuse de prendre des crédits, et que ça aussi, en fait, on revient dans cette idée de plan de vie différé, de ce sera plus tard. Et là, on est vraiment dans un, comme tu dis, on est dans une forme de privation, mais que j'ai l'impression que tu vis pas si mal que ça, parce que finalement, c'est un extrême, mais qui te ressemble. C'est comme ça que tu es câblé, si j'ai bien compris. Non mais, et puis en vrai, du coup, moi, je me prive de pas grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait, alors pas sur les entreprises, etc., mais sur plein de choses, notamment sur les finances et tout ça, c'est de faire des coûts, en fait, quoi. Et même sur les voitures, je te disais, ou sur plein de choses, c'est pareil, tu vois. Moi, j'ai découvert l'univers des montres et je trouve ça assez intéressant. J'ai fait un épisode là-dessus, mais en fait, d'avoir un bel objet qui est une belle montre qui peut valoir 4, 5 000, jusqu'à 20, 30, 40, 50, 100 000 euros potentiellement, tu vois. Je ne vais pas dans ces prix-là. Mais en fait, moi, investir dans une montre qui est un bel objet, je pourrais t'expliquer pourquoi je considère que c'est un bel objet en termes de manufacture, en termes de conception humaine, d'ingénierie. J'ai visité des manufactures de montres, c'est un truc mais très poétique et très... Enfin, c'est beau, quoi. Ça montre la beauté de l'homme, tu vois. On est sur des trucs qui durent potentiellement des dizaines, des centaines d'années, sur de la mécanique, il n'y a pas d'électronique, qui font des choses incroyables. Et tu achètes ça, et certaines marques, en fait, quand tu les achètes, 3 ans après, la montre va valoir plus cher même que le prix neuf que tu auras pu payer 3 ans auparavant. Ça, pour moi, c'est pas une dépense complètement idiote. Acheter une montre 4 000 euros qui, quand elle sort du magasin, en vaut plus que 800, c'est pareil, tu vois, en fait. Mais souvent, c'est parce que c'est pas une vraie montre dedans, elles sont dénuées de caractère. C'est souvent des montres, on va dire une montre là, cette fois-ci à pile, à quartz, qui a zéro mouvement intelligent dedans, qui a juste 3 pauvres pierres qui se battent en duel et qui sont un peu jolies, mais voilà, qui ont 2-3 matériaux un peu nobles, soi-disant. Et en fait, c'est dénué de sens, en fait. Et souvent... Et la question qui me vient, je t'interromps, mais c'est que là, tu as parlé de belles voitures, tu as parlé de belles montres, et tu les considères comme des investissements, mais est-ce que tu les assumes? Est-ce que tu vas au travail avec ta belle voiture? Alors, j'ai envie de te dire ça, tu dois être en plein milieu de Paris, donc peut-être que déjà tu vas pas au travail en voiture. Est-ce que si tu avais une entreprise peut-être plus classique, dans laquelle il y a un parking, est-ce que tu viendrais avec ta belle voiture? Est-ce que tu viens avec tes belles montres au travail? Je sais pas, des lunettes, enfin j'en sais rien, tu vois. Est-ce que voilà, ça a beau être des investissements, mais enfin, tu arrives à les montrer ou pas? Mais oui, parce qu'en fait, encore une fois, c'est des choses que j'assume complètement. C'est-à-dire que je te parle pas d'une Lamborghini rutilante qui sort du garage, que j'ai payé 250 000 euros. J'en ai pas, en l'occurrence, soyons clairs, et qui, une fois sorti du garage, en vaut 170 000, et qui, 3 ans après, en vendra 80, et voilà. Je te parle, pour moi, une belle voiture investissement qui est sympa, ça va être une belle Porsche 911 full mécanique de 1996, 95, qui reste un objet qui fonctionne encore bien. Bon, déjà, normalement, c'est pas des objets que tu utilises nécessairement tous les jours. Ouais, mais personne sait que c'est un bel investissement, tu vois. Les gens, ils voient souvent la on le Porsche qui est sait. garée en bas. Non, parce que tu vois que c'est un objet un peu vintage, tu vois qu'elle a une beauté qui vient d'un autre moment, je pense. Mais en l'occurrence, j'en ai pas de belle voiture, tu vois, j'ai une Volvo. Si ça n'était pas, c'est pas le cas. Si ça n'était pas un investissement, déjà tu vas me dire tu le ferais, enfin en fait tu le ferais pas, quoi. De toute façon tu l'achèterais pas, et tu viendrais pas avec ton parking, tu viendrais pas te garer dans le parking avec ça, quoi. Le mec à côté des Dacia de tes employés ou pas toujours voilà. Et pas souvent, et je peux pas dire, mais pas toujours, mais quand même souvent, 90% des mecs, parce que c'est souvent plus des mecs, mais voilà, qui sont dans leur Ferrari rutilante toute neuve,
pour moi, ils ont l'air de gros blaireaux. Voilà, et je me dis pas, j'ai pas d'envie, j'ai pas de machin, je me dis, mais putain, Ça, c'est mettre dit. 250 000 boules dans une voiture comme ça, voilà. Enfin, tu vois, souvent, je me dis, c'est vraiment un délire que, voilà. Après, si c'est leur passion, que ça les fait plaisir, etc. Voilà, mais en revanche, euh, autre chose, c'est aller tourner, je te le redis, casteler sur une Lamborghini, c'était quoi? J'ai oublié le nom d'ailleurs, mais euh, j'ai fait ça au mois de septembre. C'est une journée investissement, une journée plaisir qui te coûte euh, un peu d'argent quand même. Euh, c'est des Combien, sensations dingues. combien, combien, combien? 5 000 euros. Quand même. Et alors, est-ce que t'en parles, ça? T'arrives le lundi et tu dis, j'ai fait ça, ça m'a coûté 5000 balles? Mais non, parce Ou que là, ça tu me le intéresse dis et... personne. Non, mais je te le dis parce que tu me poses la question et que je suis assez transparent. Mais euh, déjà, Mais non, mais alors ça, je je suis vais pas t'avouer, d'accord avec toi. attends. Non, mais Il faut que je te dise un truc. Déjà, parce que je suis quand même une grosse barre de fer, je me suis pas fait piéger, mais j'ai quelqu'un qui m'a dit, écoute, viens, on va faire de la voiture, etc., machin. J'adore la personne qui m'a proposé ça. C'est quelqu'un avec qui m'a invité que j'ai invité sur mon podcast, que j'admire énormément, etc. Et qui me dit, j'étais en Corse, et il me dit, viens, on va faire de la voiture au Castellet toute une journée, etc. Moi, je me dis, bon, t'as pas senti le traquenard. non, je me dis, bah ouais, c'est cool, tu vois, j'aime bien le bonhomme. Il me dit, je te ramène en jet. En plus, ça, c'est fait. J'avais jamais pris un jet privé. Je me dis, ok, putain, ce que je te raconte là, ici, et donc, Grave. je vais me faire un retour en jet, c'est cool, voilà. Et dans ma tête, je m'étais dit, je sais pas, ça va peut-être me coûter 1500 euros, voilà. Il se trouve que 1500 euros, ça doit être le montant d'essence que j'ai mis dans la voiture dans la journée. J'exagère à peine. En disant ça doit être plutôt 800, 900, peut-être 1000, mais j'en sais rien. Genre, au fur et à mesure de la journée, je retournais à la pompe, je me dis, c'est pas possible, putain. Donc voilà. Donc je suis allé quand même bien au-delà de ce que je voulais mettre dans ce truc-là, mais je le regrette pas, tu vois, parce que j'ai eu des sensations, j'ai compris des choses sur le pilotage. Je suis un fou de Formule 1 et des choses comme ça depuis que je suis tout petit. J'ai plus de difficultés aujourd'hui à assumer ces choses-là parce que ça pollue, même si c'est des voitures qui polluent moins, et que voilà, parce que j'assume moins ce genre de truc. Donc je le dis avec un peu d'ambivalence et de choses comme ça. Je Hmm. le ferai pas toute ma vie, etc. J'étais content de le vivre une fois. Peut-être que je le revivrai une ou deux fois, mais voilà. Mais en l'occurrence, je me suis régalé. En revanche, venir au bureau et dire à tout le monde, j'ai fait ça hier, ça m'a coûté 5000 balles, c'est indécent en fait. Tu vois, je crache Hmm. pas mon argent. Voilà, c'est moi que ça regarde. Donc là, je t'en parle parce que tu me le demandes et qu'on est sur un podcast comme ça. Euh, mais en l'occurrence, je trouve ça indécent comme montant en soi, en vrai. Et je fais pas ce genre de truc souvent. Voilà, chacun peut vivre ses passions, mais il y a des limites. Et alors, voilà, je sais même pas si j'aurais dû en parler comme ça, mais je l'ai fait. Voilà, c'est trop tard. Non, mais écoute, bah, j'apprécie la transparence. Je te pose aussi ces questions. Tu sais, j'ai dit en introduction, enfin, en fait, voilà, quelle conversation j'aimerais avoir avec Mathieu. Et c'est celle-là, parce que moi-même, c'est des choses, je me pose ces questions-là, hein, c'est pas évident, hein. Tout d'un coup, on accède à des niveaux de rémunération, on accède, qui sont différents, qui nous distinguent de notre entourage aussi. Et on projette des choses sur leur capacité à eux à comprendre, à ne pas se formaliser, se vexer de cette différence de train de vie, Hmm. de choix de vie, hein, de toute façon, hein. Mais quelque part, en fait, si tu veux, c'est bah voilà, moi j'ai choisi une trajectoire qui m'emmène là où je suis dans ma réussite à moi, y compris financière. Ça peut renvoyer les gens à des choix qu'ils n'ont pas fait eux, et qui les contraignent en fait dans leur vie, dans leur peut-être petite vie, ou ce qu'eux peuvent considérer comme une petite vie, en tout cas, ce que eux projettent comme n'étant pas Hmm. une réussite. Et voilà, et puis ce qui est important, c'est de voir aussi, hein, tu vois, je reviens aussi sur ce que j'ai dit, et j'ai pas de regret de l'avoir dit en vrai, mais euh, euh, moi, j'ai pas eu de petite vie, mais en revanche, j'ai eu une vie maigrichonne en dépenses pendant très longtemps, je l'ai dit tout à l'heure, mais avec par moment, jusqu'à il y a quelques années où ça a changé un peu, encore une fois, mais
je sais pas, des moments où je faisais pas d'autres vacances que chez mes parents parce que je n'avais pas les moyens. Je prenais que 3, 4 semaines de vacances parce que j'avais beaucoup de boulot par an. Euh, euh, je me payais ni voiture, ni voilà pour te répondre. Tu vois, un des grands luxes que j'ai aujourd'hui, en revanche, c'est que je viens à pied au bureau. Même pour un Parisien, c'est quand même très cool. Euh, et je, enfin, tout ça, c'est quand même la résultante d'énormément d'abnégation, mais en fait, en l'occurrence, qui me rendait pas malheureux. Mais il y a des moments, c'est sûr que il m'est arrivé dans ma vie de pas aller faire certaines soirées avec des potes dans certains restos ou dans certaines boîtes de nuit ou certaines choses parce que j'en avais pas les moyens. Et je leur disais pas, je leur disais je peux pas. Tu vois. Et est-ce que j'en souffrais vraiment? J'en souffrais sur le moment, un peu, mais en l'occurrence, je sais même pas si j'en souffrais vraiment, tu vois. Et voilà, et aujourd'hui, je souffrirais pas de pas me payer ce genre de truc, tu vois. Et c'est pas facile à dire parce que je suis passé par ces moments-là. Donc voilà, je pense que ce que tu dis, en revanche, c'est plus de savoir aussi la finalité, tu vois. Moi, il y a une des choses dont je me suis rendu compte à un moment récemment, c'est aussi de dire à mes parents, quand ils faisaient des efforts, par exemple, pour se payer cette piscine, c'est qu'il y a une partie des efforts qu'ils faisaient qui était en pensant à notre héritage, tu vois. Et, Hmm. et moi, je leur dis, mais en fait, C'est votre argent, quoi. ouais, c'est votre argent. Enfin, tu vois, je vais pas cracher dessus, hein. Si mes parents me donnent un héritage, je le prendrai, j'en serai immensément reconnaissant. Et voilà. Mais s'ils m'en donnent pas, je leur en voudrais pas. Parce qu'en fait, moi, mes parents, ils m'ont donné beaucoup mieux que de l'argent. Ils m'ont donné une belle éducation. Ils m'ont donné une créativité. Ils m'ont donné de la confiance en moi, plein d'amour. Et en fait, voilà, moi, c'est ça que j'ai envie de donner à mes enfants. Et je connais, je vais te dire, des familles de proches, très proches, immensément riches, qui n'ont pas été capables de livrer ça à leurs enfants, pour certains en tout cas. Hein. Et ben, et ben, je suis beaucoup plus heureux dans mon cas, tu vois. Hmm. Et ça, je crois que c'est quand même la finalité aussi. Hein. Tu as découvert, je crois qu'on a peut-être parlé, mais moi j'ai découvert il y a 1 ou 2 ans le goal-based investment, euh, l'investissement basé sur des objectifs. Je commence à investir de cette manière. J'ai même trouvé un sponsor sur l'année prochaine. Je ne le citerai pas ici, mais je le citerai sur mon podcast si ça vous intéresse, mais qui est vraiment un acteur du goal-based investment en France, donc l'investissement par objectif, qui est de dire, en fait, moi, je veux pas investir pour être le plus riche du cimetière, quoi. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Je veux être capable euh, de payer les études de chacun de mes enfants. Combien ça coûte? Je sais pas, moi, j'en sais rien. Tu vois, bah, c'est à chacun de mettre son truc, mais les études de ma fille aînée, elle a, euh, elle a 8 ans, donc ça vient dans 10 ans. Euh, Combien ça coûte des études selon toi, Delphine? Ah, j'avais le chiffre. Euh, je sais plus, entre 25 et 50 000 en fait par enfant. Après, on Voilà. parle d'études supérieures. Ouais, ouais, bien sûr. Après le bac, ouais. Bah, tu prends une école à 5 000 par an sur 5 ans, et si peu qu'elle soit pas à côté de chez toi, bah voilà, tu rajoutes Ouais. le Le train de vie d'un étudiant loyer, sur une exactement. année qui est quasiment le double en fait de ces 5 000 euros, tu doubles. Et donc voilà, t'arrives à 50 000 euros Ouais. sur 5 ans. Ouais. Ouais, c'est ça, et tu te mets sur en plus une période dans 10 ans, donc où la vie a augmenté, etc. Donc tu peux y aller un peu largement. Puis si tu te dis, en fait, peut-être qu'une année, ils iront la faire aux États-Unis, puis ça te coûte Mm. 100 000 $ l'année, limite. Enfin bon, je dis pas, mais déjà, tu vois, tu te mets au total un budget à 50 000, et puis tu te dis, après, ils se débrouillent, j'en sais rien, tu vois. Mais 50 000 dans Mhm. 10 ans, moi j'ai 3 enfants, ils ont 3 ans d'écart. Bon, ben, si je m'y mets maintenant, euh, voilà, et tu te fais tes objectifs. Donc moi, mes objectifs dans la vie, c'est quoi? C'est d'avoir un, un peu de spare cash pour les coups durs si jamais il y en a qui arrivent, et il y en a toujours qui arrivent. Donc te dire, OK, combien est cet argent de côté, d'une part. Les études de mes 3 enfants, donc 50 000 € mettons par enfant dans 10, 13 et 15 ans. Non, 10, 13 et 16 ans. Bon, et après, je voudrais quoi, moi, qu'est-ce qui me ferait. Donc tout ça, une fois, ça, c'est, on va dire, pas la nécessité, mais c'est pas mon bonheur, enfin, si, quand même, c'est une des raisons de vivre, quoi. Tu vois, je veux pouvoir leur livrer ces choses-là. J'ai 41 ans, j'ai loupé l'énorme teuf de mes 40 ans. Non, non, j'avais fait un truc très, très, très bien, d'ailleurs, pour mes 40 ans, mais c'était au bon bureau, ça restait relativement humble, mais c'était sympa. J'ai fait, je veux faire une grosse teuf pour mes 50 ans, peut-être,
tu vois, au soleil, je sais pas où, et ben voilà, ben, j'ai 9 ans pour faire ça. Ben, je commence maintenant. Et en fait, tu as d'autres manières de voir, hein. Tu peux te dire, ben, je me les paye, puis je me les paye dans les 10 années à venir, tu vois, et ça, tu vis à crédit. Ben, peut-être que tu peux inverser tout ça. Et moi, tout ça, je trouve ça plus intéressant de vivre dans ce sens-là, parce qu'en fait, ces objectifs, c'est aussi des motivations à savoir pourquoi tu te lèves le matin, tu vois. Hmm. Et te dire, en fait, je sais pourquoi je fais tout ça. Ben, ces objectifs, ça peut être de me repayer dans un an une journée à 5 000 € pour faire du truc au Castellet. Ben, voilà, ben, je mets sur mon truc 400 € par mois, et puis voilà, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, puis je divise ce truc par autant d'années, tu vois. Et, euh, et voilà, et donc je pense qu'il faut aussi voir un peu, c'est un jeu à long terme, euh, sur lequel à la fin, moi, je m'engagerai pas à le faire comme ça, parce que c'est trop facile de le faire jeune, mais je pense que quand même mes idoles restent des Bill Gates et des Warren Buffett qui vont réussir à inverser 90% de leur fortune. Alors tu vois, 90, quand tu as des centaines de milliards, ou plus de 100 milliards, il reste quand même un beau résidu pour tes enfants. Donc c'est là où je te dis, je peux pas m'engager moi. Mais, euh, mais quand je vois que ces personnes s'engagent à faire ça, ben ouais, là je pense que tu as un objectif de vie qui est quand même assez intéressant. Et sur l'aspect de transmission non financière, est-ce que c'est une question qui se pose assez naturellement au quotidien, tu vois, quand tu as enfants de parents aisés. Alors, parents aisés, c'est aussi, comme tu disais, habiter à 5 minutes de son travail à Paris et pouvoir y aller à pied. Euh, il y a quand même voilà, il y a quand même un train de vie, même si en fait tu te verses pas énormément, mais voilà, tes enfants doivent partir en vacances dans les lieux, etc. Est-ce que tu te poses cette question de qu'est-ce que je vais leur transmettre en termes de valeurs et de rapport à l'argent et, et quelles questions se posent pour toi et comment ça se concrétise en fait? Plein de questions. Et plein de questions, et certaines qui sont très nouvelles, parce que moi j'ai fait, tu vois, quand je te dis que j'ai eu ça dans le sang, mais assez jeune, j'allais potentiellement me coller à des braderies pour essayer de vendre des broutilles. Euh, de ta chambre pour essayer de gagner un peu d'argent, etc., Mm. etc. Et ça marchait Je pas, l'ai quoi, fait tu aussi. vois. Voilà, mais ça, honnêtement, ça marchait pas. J'ai dû un jour réussir à vendre un vieux snowboard dégueu à un prix dégueu. Voilà, mais honnêtement, le reste, tu vendais rien. Bon, en fait, ce En qui était francs à intéressant, l'époque. ouais, c'est ça. Tu avais un peu juste d'espoir d'arriver à faire des trucs, mais en fait, tu faisais rien. Bon, aujourd'hui, c'est plus vrai, ça, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de te dire, la maison Playmobil de ma fille, bah, elle peut la revendre sur Le Bon Coin ou sur des groupes Facebook, même In the 17, ou des choses comme ça. En fait, moi, ça, je trouve ça hyper intéressant, typiquement, de leur apprendre à larguer les jeux dont ils ne se servent plus. Il y a un côté détachement des objets qui est intéressant, qui est de dire, parce qu'avant, on les jetait, on les donnait, etc. Pour les donner, on le fait aussi, hein, mais euh, et c'est encore une autre raison que tu vas enseigner à ce moment-là, Emmaüs ou d'autres choses. Mais euh, être capable de leur dire, tiens, ben, tu vois, ce truc, tu y joues plus. Souvent, la réponse naturelle est non, je veux pas le vendre, je l'aime trop, etc. Mais non, mais tes Barbies, tu y joues plus, donc tu vois. Et en fait, ben, tu réussis à la vendre, et puis tu vois, elle va récupérer une partie de ce revenu. Et, ben, c'est intéressant parce que ça commence à montrer des valeurs d'argent, de propriété, de choses comme ça. Donc ça, moi, je trouve ça assez marrant de pouvoir montrer ça assez jeune aujourd'hui. Mais encore une fois, tout ça, c'est pareil, c'est pas eux qui l'ont dépensé à l'origine, c'est quelque chose qui est tombé du ciel Mm. pour eux, tu vois. Et moi, pour moi, je crois que le fondamental, c'est le package confiance en soi avant tout, qui vient souvent par l'amour inconditionnel qu'on donne à ses enfants. Mm. Et ça, c'est le plus important. Euh, et je pense que c'est peut-être il y a peu de gens qui sont passés sur mon podcast Génération It Yourself qui n'avaient pas confiance en eux, tu vois. Et je pense que les plus monstrueux sont ceux qui ont le plus confiance en eux le plus tôt possible. Et, et, et- et monstrueux dans le bon sens du terme, pardon. Euh, et donc la confiance en soi qui passe beaucoup par l'amour, et après le package du savoir ou de l'apprentissage, de l'apprentissage même, tu vois, de l'avidité, de voilà. Et moi j'ai la chance d'avoir des enfants curieux, d'avoir une fille qui a
je crois qu'à 7 ans, à 6 ans et 3 mois, elle avait lu l'intégralité des Harry Potter, tu vois. Donc, ça fait quand même beaucoup de bouquins, beaucoup de pages, Mm. etc. Et qui dévore des livres, mais je pense qu'elle a littéralement, je pense, en plus elle a sauté une classe désormais, mais elle a littéralement, je pense, lu 10 fois plus de livres que moi à la fin du CM2. euh, Alors qu'elle est en milieu du CM1, et je pense que même au début du CM1, enfin à la fin du CE1 en l'occurrence, puisque c'est le CE2 qu'elle a sauté, elle, elle avait déjà lu peut-être 10 fois plus de livres que moi quelques années plus tard, tu vois, c'est phénoménal, mais c'est pas Et du tu tout les grâce à moi. soumets tu les Mhm. soumets à l'école de la frustration aussi. Tu arrives Ah à être bah, dans le long. J'imagine une des problématiques parmi tellement d'autres qui se posent, c'est bon, comment je fais en fait. C'est quoi la recette pour pas faire des enfants pour y gâter. et Et c'est et c'est la question parce que si on revient sur notre échange de tout à l'heure qui était je fais que ce que je veux donc je suis heureux. mm. C'est difficile parce que si moi je disais ça à mes enfants et qu'ils écoutent ce podcast, demain je peux me taper une journée Netflix de J'ai fait 6 comme heures, papa il a dit. de 6 Je heures du fais qu'est-ce que matin je veux. à 11h30 jusqu'à ce qu'ils s'endorment, la bave sur le côté en train de convulser devant Netflix, tu vois. Donc c'est là où aussi il y a des règles, tu vois, des choses voilà. Donc c'est pas si simple. Maintenant, en effet, bah, tu vois, sur les temps d'écran, les dessins animés, les jeux sur des écrans, etc., il y a clairement des frustrations pour eux, quoi. Moi, mes enfants n'ont pas d'écran du lundi matin au vendredi soir, et ils ont un dessin animé, enfin une session dessin animé vendredi soir, samedi matin, samedi soir, éventuellement dimanche matin, donc ça en fait quand même 4, c'est pas rien. C'est, je sais pas, une bonne heure, on va dire, à chaque fois. Et c'est tout. Et donc, bon, ils ont compris, ils voient que d'autres, bon, ils n'ont pas de Switch, parce que voilà, alors, tout le monde a Switch, soi-disant, selon eux, hein, tout le monde, je pense que c'est pas l'intégralité non plus. Ma fille de 8 ans en CM1 commence à me dire, mais tout le monde a des smartphones. Non, 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 je crois pas, mais voilà. Euh, et voilà, donc je pense qu'il y a des choses qu'il faut. En revanche, ma fille a un Kindle, tu vois, et enfin, c'est le mien, en l'occurrence à l'origine, mais complètement, elle se l'est appropriée, et je suis très content. Et, euh, et je lui ai offert pour son anniversaire en petit cadeau bonus à la fin, je lui ai dit, choisis, tu as le droit de prendre 10 livres que tu veux, euh, ce que tu veux, c'est cadeau sur le Kindle, quand tu veux, etc. Et je te fais confiance. En l'occurrence, je vois à chaque fois, je lui fais confiance, hein, en l'occurrence, mais je vois quand elle achète des trucs, j'ai des notifs. Elle le fait en choisissant bien les livres, pourquoi, etc., etc. Et, euh, et voilà. Et en fait, tu vois, bon, bah, ça sera un écran, mais en fait, ça lui permet aussi tu vois, d'assouvir son savoir, enfin son envie de savoir, etc. Donc c'est voilà. Et tu vois, les difficultés que j'ai pas encore réglées, parce que. Alors, je parle de Louise, c'est pas que c'est mon obsession, c'est que c'est la plus âgée, donc c'est celle qui m'avance le plus dans Mm. ma réflexion autour de tout ça, hein. Ellie et Jules sont plus jeunes, donc ils sont un peu aussi dans le sillage. Euh, il y a des choses que j'arrive pas encore à voir dans ma gestion de tout ça, qui sont notamment dans les passions, tu vois, c'est un peu. Et moi, je sais que j'étais comme ça, c'est qu'un jour, je voulais jouer du piano, le lendemain, je voulais faire du violon, après, je voulais faire de la contrebasse, et puis je voulais faire du foot, et puis je voulais faire du karaté, et puis je voulais faire du hockey sur glace. Puis à un moment, tu te dis, bon, chérie, t'es gentil, mais Où mettre le curseur, quoi. voilà. Et puis, en Parce que fait, tes envies, elles ont un coût, quand même. ouais, c'est ça, exactement. Et puis, J'ai envie de te soutenir, ma chérie. Mais acheter un nouvel instrument tous les 15 jours, ça c'est a un ça. coût, quand même. Exactement. Ça a un coût, et puis vraiment au-delà du coût, parce qu'en plus, je pense qu'aujourd'hui, on peut plus les encaisser. C'est-à-dire que tu peux acheter des choses d'occasion plus facilement Ouais, qu'avant ouais, et les revendre ouais. plus facilement qu'avant. Donc ça, si tu te débrouilles et que tu une barre de fer comme moi, j'y reviens, comme tes voitures, comme tout ça, bah, tu t'en sors à peu près bien. Mais en fait, ça a un coût aussi tu vois, moi, j'ai pas envie d'avoir des enfants qui sont des girouettes, quoi. Il y a un moment, je Mm. veux aussi qu'ils aient envie d'être bons dans ce qu'ils font, quoi. Et donc, à un moment, Mm. je leur dis, t'as cet arbitrage que je n'ai pas encore touché, atteint, etc., mais qui est de dire, OK,
cette année, tu veux faire du foot, ma chérie, bah, tu vas faire du foot. Euh, mais quels sont tes objectifs en termes de foot, quoi? Il y a un moment, est-ce que c'est à 10 ans, 11 ans, 12 ans? Mais j'ai pas envie que ce soit ce cliché du gosse de riche qui fait ce qu'il veut et qui, une année va faire du théâtre, une année va faire machin, et sera nul en tout, en fait, et va jamais pousser le curseur un peu loin, parce que moi, ce que j'ai aimé dans ma jeunesse, et ce qui m'a beaucoup appris, c'est d'aller pousser du sport très loin, en équipe, très fort, avec des énormes efforts, avec des gens qui, de temps en temps, me gueulaient dessus, avec une notion d'esprit d'équipe, d'effort, de discipline, euh, d'objectif. Eh ben, on va presque se quitter là-dessus. Toi, tu termines tes épisodes de la martingale en demandant à tes invités c'est quoi ta martingale? Je vais pas te demander c'est quoi ta martingale. Est-ce que, dans la mesure où tu peux t'adresser à mes auditeurs sur ce sujet de la réussite, l'argent, c'est quoi la réussite pour vous? Quelle serait ta question ou ta phrase ou peut-être une citation que tu aurais envie de partager pour interpeller les gens, quoi. Qu'ils repartent pas juste à leurs occupations en se disant oh, c'était sympa cette discussion entre Delphine et Mathieu. Mais s'ils peuvent repartir avec quelque chose, y réfléchir pendant les prochaines 24-48 heures, méditer dessus et pourquoi pas prendre des décisions pour changer leur vie, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Une question que j'ai posée et que je posais de temps en temps, c'est pourquoi tu cours? Euh, et je reviens toujours à ces objectifs, la mission que vous vous donnez et qu'est-ce que vous voulez en faire. Et moi, ce que je vous recommanderais si vous ne l'avez pas fait comme exercice, oui, c'est peut-être moins poétique que de temps en temps se dire on verra le futur, ce que ça nous apportera comme lot de surprise, etc., etc. Mais c'est aussi vous dire, comme je le disais tout à l'heure, euh, prenez une feuille de papier, mais là, maintenant, quoi. Repoussez pas à plus tard, parce que ça va être. Et puis, voilà, écrivez dans les objectifs le minimum, quoi. Comme je le disais, si vous avez des enfants ou si vous n'en avez pas encore, mais même si vous n'en avez pas encore, tu vois, dans le goal-based investment, un truc qui m'avait frappé, c'était cet Américain qui décrivait son truc, qui disait, moi, je veux me marier. Il avait 22 ans à ce moment-là, et je veux me marier. Là-bas, ils ont une tradition sur les bagues de fiançailles qui doit représenter X mois de salaire. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais Oh enfin, mon Dieu. voilà, oh mon Dieu, je Oh suis my d'accord. God. Mais c'est comme ça chez eux, tu vois. Et donc lui, quand il est arrivé à 27 ans, il avait déjà payé son mariage et payé sa bague de fiançailles, alors qu'il n'avait toujours pas trouvé sa femme. Et tu vois, J'ai une élève comme ça. J'ai une élève qui a mis mariage dans le budget, elle est célibataire. Elle me dit, mais j'y crois en fait. Elle me dit, de toute façon, je suis tellement dans une énergie positive, j'y crois, je sais que je veux me marier un jour. Alors, en fait, pourquoi attendre d'avoir quelqu'un pour commencer à le mais voilà. financer? Mais Je donc, trouve ça génial. exactement. Et donc, en fait, si tu veux faire plus tard un apport pour un appart, ça marche à tous les âges, tu vois. Moi, je vous ai donné les Mm. miens, mais voilà. Et donc, se dire, en fait, dans tout ça, j'ai mes objectifs. Ils sont là, là, là. Ils représentent tant. Les mettre dans le temps et dans les montants. Euh, et après, déjà partir de ça pour se dire, OK, si tout ça sont des objectifs qui me rendent heureux, ou en tout cas me donneront le sentiment d'avoir accompli ma vie, c'est bien. Détachez-vous aussi un maximum du matériel, au-delà évidemment du lieu de vie. Le lieu de vie, c'est un cadre important, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, moi je pense, réussir à essayer de se payer pour être dans un lieu de vie confortable, cosy. Ça ne veut pas dire immense et délirant en termes de prix, hein, mais ça veut dire juste, voilà, quelque chose de décent. Le reste, en fait, c'est sûr que les plus belles assiettes, les plus beaux verres, les vêtements, enfin, c'est pas des choses qui rendent heureux. Non. Donc détachez l'être de l'avoir et donnez-vous des objectifs. Et après, je pense qu'on a des bonnes bases, quoi, tu vois, pour la réussite. Et du coup, détachez-vous aussi du social, quoi. Euh, Si vous êtes entouré de gens qui pensent que la réussite, c'est d'avoir 50 000 followers sur Instagram et d'apparaître beau ou belle
est successful, alors qu'en fait, l'arrière du décor, Ou c'est... 400 000 auditeurs par mois sur son podcast. non, mais alors que l'arrière du décor, c'est, tu vois, toujours, on voyait, je sais pas, ces comptes où tu avais les mecs qui prenaient les Instagrammeuses ou l'inverse, tu vois, et qu'en fait, c'est toujours un truc, il faut faire 400 photos et c'est pénible et c'est insupportable. Ben, en fait, ça vaut pas le coup d'être vécu, cette vie-là, tu vois. Donc, euh, voilà, vivez votre vie pour vous-même et pas pour les autres, quoi. Moi, mes 400 000 auditeurs sur mon podcast, je crois au moins que, tu vois, pour rebondir hein, sur ta remarque, mais je travaille du fond et pas de la forme. Et donc, je crois que les gens qui viennent écouter Génération It Yourself, ils viennent chercher du fond et pas de la forme. Donc, je peux au moins me targuer de... Je suis full transparent, je l'ai été aujourd'hui. Je peux au moins me targuer de ça, de dire, ben voilà, c'est sans filtre. Vous me prenez. Si certains trouvent que je parle trop, ben, ils peuvent aller écouter d'autres podcasts, c'est pas grave, je leur en voudrais pas. Et si d'autres... euh, si par moment je suis maladroit, si par moment je m'exprime mal, si par moment je parle trop aussi, c'est un fait, je m'en excuse, tu vois, mais c'est pas grave, c'est chez moi et je vous le propose en toute humilité, mais surtout plein d'authenticité, quoi. Merci Mathieu. Ben, merci Delphine, merci de ton temps et de t'intéresser à ça et de me permettre d'échanger. J'ai dit 1 milliard de trucs que j'ai jamais dit ailleurs, d'ailleurs jamais dit en public, mais bon, voilà. Bon, c'est un peu le but, hein, je te cache pas. Ouais. En tant que homme de médias, je mets des guillemets, mais non, tu l'es. C'est vrai que tu parles beaucoup au service de tes invités, donc, mais le peu de fois où tu es de l'autre côté du micro, en tout cas, évidemment, c'était mon but, c'était d'aller chercher aussi une parole qu'on n'entend pas ailleurs, et pour voilà, qu'on apprenne des choses, parce que c'est ce que tu fais, c'est ce que je fais, c'est qu'on crée des choses, on crée des rencontres qui donnent lieu à des conversations où les gens, bah voilà, se disent tiens, moi, j'en ai retenu quelque chose, j'ai avancé. Au mieux, j'ai passé un bon moment. Mais voilà. Bon, bah écoute, au moment où nous enregistrons cet épisode, nous sommes à 2 jours de Noël, Tout à fait. alors que les gens l'écouteront en 2021, cet épisode. Donc, je te souhaite à la fois un joyeux Noël et une bonne année, du coup. Moi aussi. Et puis, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2021 ? Beaucoup de pognon. Non, le mec, arrête, tu sais Grave. qu'il casse tout ce qu'il a dit pendant 1 heure et Une demie. Lamborghini, des Ouais. montres de luxe. Cher avec plein de diamants. Non. Du bonheur, quoi. Il y a que ça qui compte. De la santé, mes proches, de l'amour, des kiffs. C'est tout. C'est tout. C'est beaucoup. C'est énorme. Mais voilà. Des passions. Et du Voilà. sport. Et du sport, ouais, plus de sport, parce que ça fait du bien, ouais, non, non. Et Ouais. puis cette année, on a été confinés, il y a quand même un moment où cette année, il a fallu qu'on ait des attestations pour sortir. Tu y crois, en fait. Mm. C'est-à-dire que pour faire du sport, ce matin, je suis sorti de chez moi, je me suis posé la question, est-ce que tu as ton attestation? Et je me suis dit, ah non, il n'y en a plus besoin. Et là, je me suis dit, mais dans Oui. dans quel monde je vis, quoi, tu vois, c'est fou. Faisons comme si 2021 ne sera absolument pas comme 2020. Mais non. Mais on peut l'espérer très fort. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter à tous. Bah écoute, je te souhaite exactement tout ce que tu as dit et pourquoi pas aussi du pognon, mais pas pour acheter une Lamborghini. Voilà, et du Pour pognon continuer. pour tous. Voilà, j'arrose avec, tu Voilà. vois, je fais le signe. Et puis voilà, Ouais. Non, surtout du bonheur et de la passion pour tous. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Non, mais effectivement, à un moment donné aussi, gagner de l'argent, ça permet aussi de donner vie à des ambitions. Et plus on a d'argent, bah, plus on donne vie à des ambitions qui sont plus grandes. Et donc, avoir de l'argent te permet aussi de faire ce magnifique podcast qui inspire énormément de gens et qui va probablement changer la vie de milliers de gens. Donc, voilà. C'est à ça aussi que sert l'argent qu'on gagne. Et donc pas à s'acheter des Lamborghini. Et voilà, je crois que c'était le mot de la fin. Encore une fois, je te souhaite toutes ces bonnes choses-là. Et puis, on aura l'occasion de se reparler en 2021. À très bientôt, Mathieu. Salut Delphine, merci pour tout. Merci. Et puis n'oubliez pas de liker, de partager cet épisode, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et d'envoyer plein d'amour à Delphine qui fait bien ce qu'elle fait aussi et qui a réussi à me faire soutirer un nombre de trucs incroyables. Donc je t'en veux, mais voilà. Donc envoyez-lui plein d'amour parce que c'est un job difficile et moi je suis admiratif de tout ce que tu fais, tout ce que tu m'as décrit sur la martingale et de la manière dont tu as mené cet entretien. Donc dites-lui, mais moi je te le dis. Voilà. Salut. Ah, merci.
Ça me touche beaucoup. C'est vrai que c'est pas si simple que ça de se retrouver derrière un micro et d'envoyer ce qu'on envoie, voilà, comme énergie, comme savoir, comme. Merci en tout cas pour m'avoir Merci aussi à toi. inspirée pour me lancer. Salut à tous, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, je vous le dis à chaque fois, mais ne partez pas tout de suite vaquer à vos occupations. D'abord, prenez quelques minutes pour répondre à la question de Mathieu. Après quoi courez-vous ? Après l'amour ? Après une augmentation ? Après plus de liberté ? Après la gloire ? Après la reconnaissance ? Après quoi courez-vous ? Posez-vous cette question. Puis notez quelque part les belles révélations que vous avez eues en écoutant cette conversation, en écoutant cet épisode, parce que vous n'avez pas pu arriver jusque-là, à la fin de l'épisode, sans apprendre des choses sur vous-même. Je ne peux pas y croire. Donc notez toutes ces belles pépites que vous avez pu glaner à droite à gauche en nous écoutant, ces belles révélations que vous avez pu avoir. C'est pas possible que vous ayez passé 1h30 à nous écouter sans avoir envie également de recommander cet épisode à quelqu'un pour lui faire ce cadeau et me faire ce cadeau aussi par la même occasion. Je profite aussi d'avoir capté votre attention jusqu'au bout pour vous parler du programme d'accompagnement Budget Start que j'ai créé pour tous ceux qui ont l'impression de ne plus avancer dans leur vie à cause de leurs finances personnelles qui sont au point mort. Entre l'envie de se faire plaisir, la peur de la frustration, l'angoisse de l'avenir et la culpabilité, il est parfois difficile de trouver seul les ressources pour se donner la chance de vivre autre chose de plus durable, de plus épanouissant et de plus prospère. Si ça vous parle et que vous vous sentez prête à vivre l'inconfort du changement, rapide plutôt que l'inconfort de la stagnation, je vous propose qu'on échange ensemble sur votre situation et vos motivations à vous choisir une vie prospère. Pour réserver un créneau d'échange avec moi en individuel, juste vous et moi. Vous pouvez utiliser le lien qui est en description. N'hésitez pas trop parce que les créneaux sont peu nombreux et ils partent en général assez vite. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.